Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le réel plaisir de vous avoir dans le cadre des grands forums. En tout cas, le programme vous intéresse, nous intéresse également à une thématique principale. D'ailleurs, nous tient en haleine pour les 120 prochaines minutes. Effectivement, nous parlons d'Afrique, éducation, problématique du manuel scolaire. Est-il nécessaire d'opérer les réformes? C'est dans son second tableau. Nous avons d'ailleurs ouvert cette thématique la semaine dernière. Nous allons la poursuivre aujourd'hui et peut-être même la semaine prochaine, pourquoi pas. Une thématique assez large et très profonde que nous essayerons d'aller de plus en plus dans les détails pour vous permettre tout au moins de savoir tout. En fait, tout ce qu'il faut savoir sur le manuel scolaire. Merci de nous rejoindre sur Dash TV. Nous émettons depuis Douala au Cameroun, effectivement, 325 pour ceux qui sont sur CanalSat, 792 StarTime. Vous pouvez également recevoir notre signal à travers autres satellites, Amos, Eutelsat et bien d'autres. En tout cas, nous sommes visibles à travers le monde entier, même par les voies les plus insoupçonnées, vous allez certainement nous suivre. Allez également nous chercher dans les réseaux sociaux sur Facebook, YouTube et pourquoi pas, nous y sommes. Merci de nous rejoindre donc ce soir et de la confiance que vous faites. Avant de vous présenter le panel qui va d'ailleurs réfléchir pour la circonstance, je vous suggère de vous asseoir confortablement et d'écouter avec beaucoup d'intérêt cette économie de l'actualité de la semaine choisie pour vous et nous revenons juste derrière. De la semaine. Les Camerounais se souviennent comme si c'était hier de cette catastrophe du lac Nyos survenue il y a 38 ans. En effet, selon The Guardian Post, paru en début de semaine, le 21 août 1986, dans le nord-ouest du Cameroun, 1746 personnes et près de 3000 animaux d'élevage ont perdu leur vie suite au volcan survenu au lac Nyos. L'éruption qui s'est étendue à un rayon de 30 km environ a libéré 5 à 300 000 tonnes de gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Nos confrères précisent d'ailleurs que le nuage de gaz s'est d'abord élevé à plus de 100 km/h avant de retomber, étant plus lourd que l'air sur les villages voisins, étouffant au passage personnes et animaux sur 25 km autour du lac. 38 ans plus tard, les survivants de la catastrophe du lac Nyos pleurent toujours sous la pluie, poursuit alors The Guardian Post. Restons au Cameroun et en kiosque cette semaine qui s'achève, le quotidien Le Messager s'interroge sur la fin des robinets secs à Yaoundé. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie a présidé en début de semaine, dans la localité de Mana-Batchenga, la cérémonie de mise en service du projet d'approvisionnement de la capitale à partir de la Sanaga, soit 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Selon les estimations, 1 million de Camerounais supplémentaires devraient avoir accès à l'eau potable grâce à ce projet. Mais le défi de la distribution se pose, d'où l'interrogation de nos confrères de Le Messager. Mais si à Yaoundé, au Cameroun, le sourire au bout des lèvres, c'est tout le contraire à Touba, au Sénégal, où le quotidien Vox Populi relève la pénurie d'eau dans certains quartiers et qui serait d'ailleurs une source de souffrance pour ces populations et de nombreux pèlerins venus à la ville sainte pour célébrer le Grand Magal. Un calvaire inestimable selon nos confrères et qui fait dire aux nombreux pèlerins qu'il s'agit d'une mafia de l'eau. Une situation qui contraste avec les propos du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui aurait donné toutes les assurances sur le ravitaillement d'eau potable à Touba. À Côte d'Ivoire, la performance des universités de ce pays intéresse au quotidien d'autres voix. Le journal que finance Pascal Afing-Gessant par ailleurs, président du conseil éditorial, le révèle qu'aucune université ivoirienne ne figure dans le top 20 africain. Quel est le problème? Pourquoi une telle faible performance? S'interroge le journal avant de préciser que les résultats du classement 2024 de Shanghai sont de nature à nourrir l'optimisme quant aux capacités du continent à fournir ou à former une nouvelle génération d'établissements d'excellence, sous réserve d'efforts soutenus dans la durée. L'Afrique du Sud domine le classement africain, immédiatement suivi par l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. Toutefois, dans le classement mondial dominé par les États-Unis d'Amérique, l'Afrique occupe la 221e place.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche et à dimanche donc pour une autre revue de la presse de ce type. Merci de nous rejoindre. Effectivement, nous allons donc présenter ce panel presque déjà dans ce studio. Nous attendons encore quelques-uns, mais l'essentiel nous a rejoint sur ce plateau. Commençons d'ailleurs par le plus jeune, Grégoire Issa-Matolo à Monestrebouche. Grégoire Issa-Matolo, enseignant, professeur des enseignements techniques. Il s'est dit d'ailleurs panafricaniste. Alors Grégoire, bonsoir. Bonsoir, merci Monsieur Raoul Pépin Bena de m'associer à votre riche panel. Je profite de par la même occasion pour saluer mes copanélistes et sans oublier nos millions de téléspectateurs, je vais même dire millions de fidèles téléspectateurs parce que de plus en plus, ils deviennent nombreux qui nous suivent de partout sur le triangle national. Merci de nous rejoindre d'ailleurs ce soir. J'imagine dans cette revue, ce qui vous a frappé également, c'est cette catastrophe du lac Nyos il y a 38 ans aujourd'hui, en 1986. J'imagine, je commençais à peine à mentir, hein, parce que je n'avais pas de l'âge où je pouvais discerner entre la vérité et le mensonge. On était encore très jeunes, je vous l'ai dit très petit. À cette époque-là, mais on n'a que entendu une catastrophe de ce genre qui a fait mal. 38 ans plus tard, on se souvient comme c'était hier, j'imagine. Effectivement, ce sont des choses à enseigner aux enfants, la vraie histoire. Vous étiez déjà né en 1986? Pas encore, malheureusement. Vous n'étiez pas encore né? Je n'étais pas encore. Malheureusement, donc vous n'avez pas vécu cette période. En tout cas, ceux qui étaient déjà nés nous diront ce qu'ils ont ressenti durant cette période-là. Ils sont dans ce studio, même sur ce plateau, même d'ailleurs. Il y en a qui étaient déjà nés, parmi lesquels moi-même, mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti, parce que vous savez, on ne savait pas exactement ce qui se passait. On regardait autour de nous, mais on voyait des gens attristés. On s'est dit, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, mais c'est quoi exactement? Alors, on va, merci de nous rejoindre donc d'ailleurs. Grégoire Issa-Matolo, enseignant, professeur de l'enseignement technique, nos deuxième invité sur ce plateau. Il est connu d'ailleurs de nos téléspectateurs à mon extrême droite. Il est bien connu d'ailleurs de nos téléspectateurs. Révérend Biaya Patrice Amos, personne morale aujourd'hui. Les parents d'élèves sur ce plateau, mon révérend. On va dire bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Bonsoir, communicateur charismatique, comme j'aime bien vous appeler. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir au PDG de cette entreprise. Bonsoir au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Qui est d'ailleurs rentré. On va lui dire bonne arrivée au pays. Oui, bonne arrivée au pays. Excellence, Monsieur le chef de l'État, votre épouse et vos enfants, ainsi que tout le gouvernement. Que Dieu bénisse la nation et tous ceux-là qui sont à notre écoute et qui seront dans les jours à venir aussi. Vous avez oublié de bénir celui qui me paye tous les fins du mois après un travail ardu, comme je suis en train de faire. Le président directeur général du groupe Dash Media, un certain Boniface Dachako, alias Boniche Dachako, que nous allons d'ailleurs dire bonsoir ce soir et nous allons renouveler nos vœux de confiance vis-à-vis de ce monsieur, qui emploie quand même beaucoup de Camerounais. Pas seulement des Camerounais, on a eu dans ces locaux des gens qui n'étaient pas des Camerounais, mais qui étaient employés. Ici donc... il mérite un salut très particulier. Évidemment, voilà pourquoi je n'ai pas manqué de dire le PDG de cette entreprise. Voilà, c'est le nom que je n'avais pas encore marqué dans mon esprit, ni dans mon cerveau. Voilà, donc maintenant que mon époux Talamous a enregistré... On va d'ailleurs lui faire un clin d'œil en disant de rappeler que ce souvenir de la rentrée scolaire, nous avons... Il y a plusieurs parents d'élèves dans cette maison qui ont besoin d'inscrire les enfants le plus rapidement possible là-bas à cette rentrée scolaire. En tout cas, c'est le 9 pour ceux qui sont au primaire ou au secondaire. Donc, je n'ai rien à dire au PDG, c'est ce qu'il doit faire. Alors là, vous étiez quand même vivant, vous étiez déjà né pendant cette catastrophe, la fameuse catastrophe du lac Nyos, près de Woum, il faut le dire, à quelques kilomètres de Woum, qui a décimé des villes, des vies. Hein. Je voulais d'ailleurs rappeler un titre très important, 7000, laissez-moi le trouver, le chiffre, 1746 personnes et près de 3000 animaux qui ont été tués par un gaz terrible. Et on est derrière que le dispositif, que les victimes étaient empoisonnées par un mélange de gaz incluant de l'hydrogène et du sulfure. C'était assez fort. À plus de 25 km, un rayon de 25 km, un peu plus, vous étiez tout tués. Alors, comment vous avez vécu ça? Oui, bon, à cette époque, j'étais déjà né, voilà, et puis
Et vous saviez ce qui se passait là-bas, Agnos? Bon, je ne savais pas, mais j'avais suivi les informations, voilà, de par les parents à cette époque à Yaoundé. Bon, de là, vu qu'il s'agit de Voum, donc mon papa, qui n'est pas biologique, mais adoptif, Monsieur Kantenga Martin, que je salue depuis ses antennes de Média TV. Voilà, c'est son village, voilà, il est de ce côté-là, de Voum, voilà. Je le salue, je salue le maire de Voum également. Donc, en fait, ce que j'avais constaté à cette époque, à la petite réflexion, en grandissant au fur et à mesure, en réfléchissant, vous savez, si la souffrance nous envahit des fois, ça rime de beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, particulièrement, à cette époque, j'entendais mes parents crier. Ayant été au courant de l'information, moi également, je me posais des questions comme, mais qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, je me rappelle, nous étions à Mimboman, 3 à cette époque. Voilà, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, jour après jour, ce que je peux dire en cela, nous qui sommes les survivants, c'est parce que nous sommes saints. Voilà, c'est Dieu qui protège tout homme. C'est Dieu qui a choisi que nous soyons en vie. Que nous soyons là aujourd'hui. Alors, on n'a pas été plus pur ou bien plus parfait que les autres là. Qui peuvent cracher de ce type-là. Oui, voilà, bon, là c'est Dieu seul qui sait. C'est ce que même mes parents disaient à l'époque. Nous aussi étant jeunes, nous aussi on se posait des questions. Et puis c'était un deuil national vraiment ou bien continental. Alors donc jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça en tant qu'homme de Dieu, d'abord et en tant que parent, parce que tout ce qui était décimé, les enfants, les animaux, les humains, tout. Alors, c'est la douleur pour notre nation. On peut seulement dire à Dieu de nous aider et que nous-mêmes, nous cherchons la repentance et l'amour. Voilà. En tout cas, c'est de la douleur, c'est toujours de la tristesse. Là-bas, Agnos, ce n'est pas du tout le calme absolu, ce n'est pas du tout la grande concentration. On s'en souvient encore de ce séquel tous les 21 août. Et on se demande que ferons-nous de ces familles des victimes qui jusqu'ici sont encore sous la pluie et sous le soleil et qui attendent peut-être une manne venant du ciel. De toute façon, on verra peut-être les prochains jours. Valentin Dior nous a rejoint également, notre invité, d'ailleurs connu également des figures d'ailleurs de cette chaîne de télévision, mais pas des téléspectateurs des grands forums. C'est sa toute première sur ce plateau. Je rappelle, Valentin Dior est enseignant, professeur d'éducation physique et sportive. Il est d'ailleurs délégué, professeur à titre exceptionnel d'ailleurs. Je dis professeur exceptionnel, il faut le dire. Il est s'il vous plaît, laissez-moi, je ne vous ai pas encore présenté. Vous n'êtes pas encore survenu, vous n'êtes pas encore susceptible d'être présenté. Vous allez le rectifier lorsque j'aurai fini. Je vous en prie, ne soyez pas pressés. Alors, vous êtes professeur des classes exceptionnelles, effectivement, d'éducation physique et sportive. Vous avez d'ailleurs été, il faut le dire, tout au long de votre carrière, vous avez été délégué régional, vous avez été inspecteur pédagogique régional. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes délégué départemental des sports pour l'éducation physique, pour le volley. Monsieur le délégué, je ne sais pas si je me suis trompé maintenant, cette fois-ci. Vous pouvez donc me rectifier si vous avez toute la latitude de le faire maintenant. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir mon cher Pépin. Merci déjà pour m'avoir convié à votre illustre plateau de Grand Forum. C'est ma première participation à cette émission qui, au regard de la précédente émission que j'ai suivie, c'est toujours avec cette touche de professionnalisme. C'est pas moi qui... Cette touche de professionnalisme que vous mettez en relief dans chacune de vos émissions, qui sont pour la plupart des émissions de réflexion. Donc, c'est un plateau qu'on pourrait qualifier de pédagogique. Tout à fait. Pédagogique, comme tous les autres plateaux. Je vais apporter quelques éléments. Quelques éléments, tout à fait. Professeur d'éducation physique de classe exceptionnelle. Tout à fait, bien sûr. Et actuellement... Vous avez eu d'ailleurs vous avez une expérience assez assidue en tant qu'inspecteur pédagogique régional. Vous en avez... Inspecteur pédagogique régional tout à fait. De la vie scolaire. Tout à fait. Oui, pendant 7 ans. Enseignant, aujourd'hui, je me refuse de citer. Vous avez été promu comme délégué départemental des sports, éducation physique. Je suis en face. En tout cas, nous souhaitons que votre carrière puisse élargir au-delà de tout cela et que nous puissions vous recevoir sur ce plateau un jour comme ministre de la République, pourquoi pas.
C'est notre souhait le plus absolu. Merci beaucoup, Valentin Dior, de nous avoir rejoints ce soir. Dites-nous, vous avez vécu quand même cette période-là. Vous n'étiez pas où, mais vous l'avez vécu à distance. Qu'est-ce que vous avez senti? La catastrophe du lac Nyos. La catastrophe du lac Nyos. Je vais peut-être vous surprendre. Pas dès 1986. Je m'intéressais déjà à l'actualité. En 1986. Ouais, je m'intéressais déjà à l'actualité. J'étais déjà dans les balbutiements. Ça, c'est l'enfant de l'école primaire qui parle. Dans les balbutiements de l'activité politique. Parce que on venait de passer un moment historique, malheureux, de l'histoire de notre pays, avec le 6 avril, le putsch manqué du 6 avril, et par la suite, les événements qui ont suivi, la naissance du RDPC, le multipartisme, non pas le multipartisme, les élections au sein du RDPC, et nous habitions la Cité Verte. Mes parents c'était en 84, je crois. Mes parents. Parce que le RDPC était créé en 84. 85. Et un an plus tard, on a subi ce coup. Non, après. C'est l'inverse. Le coup, c'est en 80. Le coup d'État, c'est en 84. Vous parlez du coup d'État? Oui, je suis en train d'évoluer sur le plan chronologique pour dire que par la suite, on habitait pas très loin du village du feu Emma Basile, parce que la Cité Verte. Donc, tout ce qu'il y avait comme mouvement, mobilisation, RDPC, ça sonnait quand même déjà dans l'esprit. Et tout à côté, on avait des voisins dont l'un avait été par le passé au gouvernement, avait été un ancien ministre. Donc, ça fait que tout petit, je vivais déjà l'ambiance. Vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passait. Je vivais l'ambiance, mais pour la question de la catastrophe, avec l'éruption litmique, je crois que c'est comme ça qu'on a appelé cela. Ça a été un moment fort. La CIA TV venait venait de commencer à émettre ses programmes, et avec l'arrivée du pape. Justement. Avec les premiers journalistes, Denise Reporter, Charles Dongo et bien d'autres, Éric Tsingué, et tous ces aînés qui nous ont... L'arrivée de Madame Danielle Mitterrand, tout à fait, qui m'a marqué. C'est un souvenir d'enfance que je garde, qui est arrivé à l'aéroport de Yaoundé. Je ne sais pas si Malène n'existe pas, à l'aéroport de Yaoundé à l'époque, qui a marqué un temps d'arrêt à la descente de l'avion. Ça, c'est une image. Et par la suite, qui dit, pendant ces interviews, qu'elle a lu, elle a ressenti dans le visage des Camerounais qui l'ont accueilli la consternation. On va dire tout azimut, tout à fait national. C'est-à-dire qu'elle a manqué de force pour évoluer, c'est-à-dire pour progresser dans sa marche, pour aller vers le salon présidentiel. Donc, pour dire, c'est un moment qui m'a particulièrement marqué. Et tout à côté, une catastrophe peut en cacher une autre. On oublie la catastrophe de Mounoun, je crois 2 ans après. Celle de lac Nyos, dans le Noun, qui est une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes est décédée, vu que nous sommes sur le même relief, sur la même chaîne montagneuse et volcanique de notre pays. Donc, je dis, c'est un moment c'est un moment qui a marqué l'histoire de notre pays. Et je salue et j'en appelle au pouvoir public qui le font, qui continuent à encadrer, parce qu'il y a eu le dégazage du lac. Et il y a un dispositif qui a été installé pour vider. Il y a un dispositif de dégazage qui a été installé. Pour amortir désormais les chocs du dioxyde de carbone. S'il arrivait que les plaques puissent bouger, parce que dans la zone, c'est une zone volcanique quand même. Alors, on a connu à l'époque les Arom Tazev, c'est un nom qui est resté dans ma mémoire. C'était
un expert sur des questions volcaniques ou géologiques. On ne va pas rentrer dans ce détail. Il y a eu plusieurs experts qui ont travaillé sur la question des Camerounais. Parmi lesquels les Américains anglais associés aux Camerounais qui ont essayé de mener des études de ce côté-là. En tout cas, vu l'évolution du temps, on a commencé à prendre conscience, on a commencé à comprendre ce qui se passait de ce côté-là. En fait, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais nous essayons juste de revivre l'histoire et puis d'encourager ces populations qui, jusqu'ici, sont encore en train de pleurer les leurs 38 ans plus tard. Le quatrième invité sur ce plateau nous a rejoint. Lui également, il nous a rejoint un expert du système éducatif, on va le dire ainsi, Nyom Nida, il faut le dire enseignant. Il est enseignant de philosophie, président national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires. Il est d'ailleurs président des établissements scolaires privés du Cameroun, ancien administrateur de la maison d'édition des classes, les classiques africains. Je crois qu'il aborde également une autre casquette de président des philosophes, des enseignants de philosophie. Alors, monsieur Nyom, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez rejoint, on va dire, avec quelques minutes de retard. C'est comme ça dans le commun des Camerounais. Les Camerounais adorent le retard. Ou bien ils aiment se faire attendre. On a constaté ça. Ils aiment se faire attendre. Bon, on peut le dire parce que les faits sont là. Mais quand on regarde les causes, c'est ailleurs. Parce qu'il faut voir les états de la route. C'est pas donné. Peut-être avec les intempéries. Et à ça ici, j'ai fait 1 heure de temps, il faut imaginer. Peut-être avec les intempéries aussi. L'intempérie, ça peut se gérer. Oui. Mais j'ai dit les états de la route actuellement, c'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que les élèves vont aborder la rentrée dès le 9 avec ces routes. N'entrez pas encore dans ces débats. Je vous en prie. N'essayez pas d'entrer dans un débat qui ne nous concerne pas ce soir. Laissez les élèves là où ils sont. Laissez les routes là où elles sont. Nous allons nous intéresser au manuel scolaire. Avant d'atteindre ce manuel scolaire, je voudrais également vous questionner sur ce Lacnios, un sentiment peut-être, on va dire un souvenir assez triste, ce volcan qui a fait mal quand même, il y a 38 ans au Lacnios. Vous vous en souvenez, vous étiez déjà né? J'étais même au collège déjà. J'étais au collège, donc c'est pas un souvenir réminiscent, lointain, c'est un souvenir réel. Et pour une première fois, comme disait mon copanéliste, la CRTV faisait ses premiers pas. Et on vivait les images en direct. Les hommes, les animaux, vraiment, c'était catastrophique. C'était ahurissant. Bon, les mots manquaient. Et vous imaginez tout un village décimé, ce n'est pas donné. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui arrive. Et on attendait la réponse des experts. Bon, il y a eu beaucoup de descentes des experts sur le terrain, mais moi, dans mon jeune âge, je n'avais pas été satisfait parce que beaucoup de choses étaient biaisées comme ça. Quoi, par exemple? Ce qui a été biaisé pour moi, c'est que au Cameroun, on ne communique pas assez. Pour un fait, on parle de façon banale. Il n'y a pas une analyse sérieuse pour moi qui puisse rassurer les gens de façon sérieuse. Pour moi, ça n'engage que moi. Ça veut dire quand il y a un phénomène ou un fait, on peut organiser une table ronde pour en parler de façon sérieuse. Qu'est-ce qu'un gaz? Pourquoi les gaz? Pourquoi le lac peut arriver à ce point? Les morts, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une prise en charge de ces morts après? Qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants? Il n'y a pas eu de communication sérieuse, si bien que peut-être c'est que... Il n'y a pas eu de communication. Assez, je dis assez. Ça veut dire que pour moi, je ne peux pas parler de Lacnios de fond en comble parce que c'était un peu édulcoré, c'était un peu superficiel. Très bien. Alors, quelques notes d'ailleurs qu'il faudra dire ce soir. On parle d'environ 1746 personnes et près de 3000 animaux d'élevage qui ont perdu la vie. C'était un 21 août 1986. On a juste tenu à réveiller cette mémoire pour que les Camerounais restent toujours dans cet esprit de compassion vis-à-vis des victimes de ce crash qui a d'ailleurs fait beaucoup de morts. Je rappelle, il y a 38 ans, très exactement. Aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous parlons des choses sérieuses, mais avant, nous allons faire danser nos amis de la Côte d'Ivoire et vous également, parce que je vous connais très grand danseur. Quelques-uns d'entre vous, nous avons déjà dansé ensemble. Ne faites pas semblant de ne pas danser ce soir. Je vais vous suggérer de suivre un très grand reggae que nous avons aimé. Et je me souviens d'ailleurs, dans mes débuts au secondaire, j'ai eu à interpréter l'un de ces chansons. Et c'est cette chanson que nous allons écouter tout à l'heure dans un magnifique clip signé Alpha Blondy. Et le titre, c'est bel et bien Brigadier Sabani, si vous voulez. Opération coup de poing. On y revient juste derrière.
Alors il y a des moments quand on a les invités dans un spectacle, c'est pour faire un cadeau au public, et là il se trouve que c'est aussi pour se faire un cadeau à nous-mêmes. Hein. Il vient de la Côte d'Ivoire, un grand chanteur de reggae. Un honneur pour nous. Nous l'avons écouté tellement de fois et tellement longtemps. Un grand monsieur du reggae, s'il vous plaît. Je vous demande de faire un triomphe et d'accueillir monsieur Alpha Blondy. Accompagné à la guitare par Mr. Jules. Madafa Bandia manifeste feste Oronyali nyonte sang Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing Opération coup de poing. Brigadier Savary. Neko aïe 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 aïe. Brigadier Savary. Neko Kutubu Sakidi. Brigadier Savary. Neko Pati Sangana. Nyongo Sene Soro Tubu. Ça va Paris? Savary, Neko aïe 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 aïe. Toi, Brigadier Savary, Neko Kutubu Sakidi, Neko Pati Sangana, Brigadier Savary, Neko wo wo yo yo, Brigadier Savary, Neko aïe 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 aïe, Brigadier Savary, Neko Kutubu Sakidi. Brigadier Savary, Neko Pati Sangana, Brigadier Savary, Neko woy, Brigadier Savary, Neko aïe 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 aïe, Brigadier Savary, Neko Kutubu Sakidi, Brigadier Savary, Neko Pati Sangana, Brigadier Savary, Neko woyoyo. Brigadier Savary, Neko aïe 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 aïe. Brigadier Savary, Neko Kutubu Sakidi. I love you. Brigadier Savary, Neko. All right. Neko, hey, I love you.
Alors, on a fait danser nos amis de la Côte d'Ivoire et bien sûr tout le monde sur ce plateau 101 de la maison de production de Dash TV. Brigadier Sabali est d'ailleurs une chanson d'Alpha Blondy sortie en 1982, également sous la titraille de Opération Coup de poing. Il faut rappeler qu'Alpha Blondy, de son vrai nom, un certain Sédou Kone, est né un 1er janvier 1953 à Diboko, à Côte d'Ivoire. Avec ses 3 disques d'or France, Alpha Blondy talonne d'ailleurs de près un certain Tikenja Fakoli qui en détient 4. Et alors, il fut d'ailleurs un artiste très voyou, parce qu'effectivement, lorsqu'il a été dans ses premiers pas au secondaire, il a été chassé au secondaire pour se retrouver au Libéria, à Monrovia, où il a d'ailleurs poursuivi ses études. Devenu aujourd'hui l'un des léguements les plus puissants dans le monde entier. On dit d'ailleurs le meilleur en Afrique, et jouit paisiblement sa retraite à l'âge de 71 ans. Bravo, grand talent. Nous vous saluons ce soir et nous saluons toute la Côte d'Ivoire. Revenons d'ailleurs, pour ce qui nous intéresse, la thématique du jour. Nous parlons de la problématique du manuel scolaire. Est-il nécessaire d'opérer la réforme? Commençons par comprendre ce que c'est qu'un manuel scolaire. Qu'est-ce qu'un manuel scolaire? À quoi sert-il? Alors, professeur, en fait, Valentin Dior, vous êtes tous des enseignants sur ce plateau. Valentin Dior, vous qui avez été inspecteur pédagogie régional, professeur de classe exceptionnelle, qu'est-ce qu'un manuel scolaire? Quelle est sa fonction? C'est un document didactique. C'est un livre qui a un contenu qui est adossé sur le type d'enseignement qu'on voudrait transmettre. L'enseignement qui prend son appui sur la loi de l'orientation. Parce qu'il y a, avant d'arriver au manuel scolaire, il y a un certain nombre de choses par lesquelles il faille passer. Il y a un ensemble de curricula qui sont développés par les enseignants, tous ceux qui sont dans la chaîne pédagogique, et à partir de ces curricula-là, on va faire un choix sur le type de manuel ou de livre, matériel didactique à utiliser pour mettre en relief ce dont on voudrait enseigner. C'est-à-dire le contenu qu'on voudrait transmettre à travers le livre. Donc, ici, pour dire ça simplement, un manuel scolaire est un livre qui contient... un outil de travail. C'est un outil, c'est un livre, un outil de travail de l'enseignant. L'enseignant a comme ça une somme d'outils de travail qui font sa mallette pédagogique. Très bien. Alors, monsieur Guillaume, vous avez été d'ailleurs l'un des administrateurs d'une édition, en fait, d'une maison d'édition. Le manuel scolaire, pour vous, c'est quoi également? Je ne viendrai pas sur ce qu'il a dit, parce qu'il a clairement dit ce que c'est qu'un manuel scolaire. Et l'édition n'est pas là pour créer un manuel scolaire. L'édition s'appuie sur tous les éléments qu'il a évoqués. Et les enseignants et l'inspection de pédagogie, ils mettent tout sur ce pied. L'édition ne fait que recevoir cela pour émettre le livre. Donc, éditer, c'est fabriquer un livre d'après les curricula qu'il a évoqués tout à l'heure et comme à la disposition de l'éducation. Voilà ce que l'édition fait. L'édition n'invente pas une pédagogie et une didactique, mais recueille tout ce qu'on a fait sur le terrain pour avoir donc ce support qui accompagne les apprenants. Voilà le rôle de l'édition. Alors, existe-t-il une grille sur laquelle on évalue le manuel scolaire? Si oui, comment? Oui, on évalue le manuel scolaire. Bon, aujourd'hui, l'évaluation se fait en amont. Hier, c'était en amont et en aval. Pourquoi je dis en amont et en aval? Hier, c'était en amont et en aval, parce que il y avait au moins 4 maisons d'édition. Vous faites allusion à quoi? Il y a 4 maisons d'édition, 4 ou 5 ou 10. Chacun, en fonction des pédagogues reçus, monte un livre. Et maintenant, on soumet le manuel scolaire à une commission qui doit recevoir ce manuel, l'évaluer et voir s'il respecte le canevas 1. 2. Est-ce qu'il respecte aussi le rapport prix? Parce que pour avoir un bon livre,
il laisse 5 000 francs, l'autre a fait son livre qui va à 3 500 francs. Ça, c'est au niveau de l'évaluation. Oui, on parlera. Mais déjà, le contenu, le manuel scolaire, déjà, la grille, qu'est-ce qui compose un manuel scolaire? Quand on parle de la grille, parce que quand vous dites grille, c'est un peu c'est-à-dire, comment choisit-on les éléments qui concourent à avoir un manuel scolaire en rapport avec le programme qui a été évalué? Comment il y a une commission, la commission d'homologation du manuel scolaire. C'est une commission, oui, le Conseil national. C'est une commission. Il y a les ministres, il y a un secrétaire général qui est avec cette commission. Avant, c'était le ministre de l'enseignement secondaire qui présidait cette commission. Mais aujourd'hui, ça a été transféré au niveau de la primature. Ce qui fait que quand le livre arrive, donc, on va l'évaluer pour voir est-ce qu'il respecte les normes. Dans ces normes, n'oubliez jamais qualité-prix. Donc, il y a les contenus qu'on va voir, il y a le prix. Est-ce que le prix est abordable pour les apprenants? Parce qu'il ne faudrait pas faire un livre et le mettre à 10 000 francs, pendant qu'un autre, on peut le faire à 4 000 francs. Parce qu'on va évaluer, est-ce que ce livre-là, sur le plan pédagogique, respecte les curricula? Si ça respecte les curricula, on dit, bon, 1 point. Est-ce que ce livre, d'après la fabrication, le montage, le coût que l'édition a nous proposé, ça respecte les normes? Parce qu'il y a des experts qui peuvent évaluer le livre, à le voir, peuvent dire que ce livre, s'il ne peut pas accéder à 3 000 francs. Si vous mettez à 5 000 francs, ce n'est pas possible. 1. Et 2, pour les apprenants, ce n'est pas normal. Et alors, on va donc valider ce livre et le mettre à la disposition. Avant le critère économique, c'est-à-dire le critère du coût, je voudrais m'intéresser au contenu. D'abord, le contenu veut dire... Vraiment, vous allez m'excuser. Je vais ajouter, le contenu veut dire quoi? Le contenu, comme il a parlé tout à l'heure, il fallait commencer par lui. Le contenu voudrait que les enseignants qui sont coordonnés par les inspecteurs respectent le canevas des curricula. Et quand ils ont fini ce travail, qu'ils vont maintenant à l'édition. Parfois, c'est l'édition qui... Quand on disait hier en amont, en aval, avant, quand il y avait plusieurs éditions, c'est l'édition qui subventionnait cette recherche et qui recueillait maintenant les travaux pour pouvoir éditer. Aujourd'hui, comme c'est presque manuel unique, ça devient, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que les enseignants se mettent toujours en harmonie avec les inspecteurs pour faire un livre et le transmettre à l'édition qui n'a pour rôle que l'édition. Alors, M. John, peut-être quelque chose à ajouter sur le choix du manuel scolaire. Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour qu'on choisisse un manuel en disant, OK, c'est ce manuel-ci que nous choisissons? Y a-t-il un processus qui va du terrain jusqu'à dans les salles? Bon, le Conseil national d'agrément du manuel scolaire définit au niveau de cette administration-là une grille qui, maintenant, de façon générale, un livre qui a un contenu devra d'abord tenir compte des politiques pensées sur le plan scolaire. Ça peut être scolaire, parce que n'oublions pas, scolaire, maternelle, primaire secondaire aussi. Et secondaire, et aussi, au-delà, universitaire. Donc, il y a la loi de l'orientation. Et au-delà de la loi de l'orientation, il y a... nous sommes aujourd'hui, au vu du document de stratégie nationale de développement, l'État fonde la personnalité de base de l'apprenant sur la base de l'homme qu'on doit avoir d'ici 2030-2035. Donc, les éléments qui vont rentrer sont... Il y a l'environnement. Comment on les cherche, ces éléments? C'est justement, est-ce qu'on reste dans un bureau? Non, il y a un travail. Il y a un travail. Est-ce qu'il y a une évaluation sur le terrain? Il y a un travail sur le terrain. Je vais dire ceci. Le livre peut être élaboré par un groupe d'enseignants. Ou le Conseil national d'agrément de manuel peut choisir un livre qu'il trouve, parce que le Conseil national a des partenaires privés et publics qui travaillent, qui proposent des documents qui peuvent être validés au vu de leur étude par rapport à tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la loi de l'orientation, l'environnement et les politiques publiques de développement. Quel type de personnes
on veut, quel adulte on veut, l'enfant est le fils de l'homme, comme cela se dit, qui on veut, quel type d'adulte on veut en 2035. Aujourd'hui, on est fondé sur l'entrepreneuriat, on est fondé sur l'autonomie, on est fondé... Voilà un peu les éléments qui peuvent rentrer. Ils peuvent motiver le choix d'un manuel scolaire. Qui peuvent rentrer au développement des grilles, des critères pour choisir un manuel en fonction du niveau. En fonction du niveau de vous. On a connu quelques années, quelques paragraphes dans certains livres qu'on trouvait indécents par rapport à nos mœurs, alors que nous sommes en train, l'environnement, enfin, la société... À ce moment-là, on pourrait s'interroger comment ces paragraphes ont pu se retrouver dans ce livre-là. N'avait-il pas eu le temps d'être bien évalué, élaboré avant de le mettre au programme? Ceux qui ont sélectionné ce livre, non, je ne vais pas dire ça comme ça, on avait défini des critères par rapport à l'environnement. Alors, comment le livre a fait pour se retrouver maintenant en train d'avoir des paragraphes qui n'étaient plus du tout conformes à la moralité? Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Bon, apparemment, ça a été modifié, je crois, pour dire que le Conseil national d'agrément du manuel scolaire a des critères, mais ces critères tiennent compte de l'environnement. On va passer la parole aux autres maintenant. Tout à fait. Maintenant, Monsieur Tolo, peut-être au regard de ce que vous avez suivi, vous souhaiterez rebondir autrement? Pas forcément, parce qu'ils ont déjà dit en globalité ce qui est du manuel scolaire. J'aimerais une relance particulière, si possible. Parce qu'en réalité, on a déjà tout suivi ce que c'est que le manuel scolaire, les contours, tout ce qu'il y a comme problème déjà au niveau du contenu, parce que vous avez parlé de l'évaluation du manuel scolaire et pour l'évaluer, on se base sur certains critères. Il a parlé par exemple du contenu premièrement. Et lorsqu'on parle du contenu, selon le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique, il est réservé 50% de concentration sur le contenu. Donc ça veut dire qu'on s'appuie plus sur le contenu à 50%. Et maintenant, au niveau du prix, on évalue à 25%, sans finir au niveau de l'élément physique, c'est-à-dire la qualité du livre. Est-ce que le livre il est digeste effectivement, s'il sera périn. Donc là-bas, c'est aussi à 25%. Le tout fait donc 100%. Donc c'est sur cette base que le Conseil national évalue ces livres. Maintenant, s'il faut ancrer dans le contenu, c'est autre chose. C'est pour cela que j'aurais souhaité une nouvelle relance. Alors, mon révérend, en tant que parent d'élèves, j'imagine que vous avez l'habitude de jeter un coup d'œil sur ces manuels scolaires, les manuels scolaires de vos enfants, et vous vous interrogez parfois s'il n'y a pas quelques ambiguïtés. Très souvent, on se plaint parfois du fait que le manuel parfois n'est pas au niveau de l'élève, peut-être parce qu'on ne comprend pas. Alors, quel est le regard que vous, parents, vous avez sur un manuel scolaire? D'accord, merci, communicateur charismatique. Vous savez, le constat auquel moi je fais aujourd'hui dans notre cher et beau pays, le Cameroun, ceux-là qui sont chargés de ce programme, de ce travail au milieu national, dans le gouvernement, il faudrait qu'ils se soucient, comme disait monsieur le délégué tout à l'heure, oui, il faudrait qu'ils se soucient de ceux qui seront là dans 30 ans. Je voudrais dire, de la façon on arrange son lit, de la façon on va dormir. Il y a beaucoup d'ambiguïté à l'intérieur. Tout à l'heure vient de souligner quelques, j'appelle ça catastrophes, à l'intérieur de certaines phrases, images et autres qui ne devraient pas exister. Alors, et aujourd'hui, le manuel est devenu tellement léger. Il n'est plus lourd comme avant. Donc, le contenu n'est plus utile pour réellement transmettre et transformer. Parce que je ne vais pas manquer de revenir dans le livre saint, coranique ou biblique, où l'apôtre Paul, Saint Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu
utile pour corriger, redresser, ramener l'homme à sa juste valeur. C'est l'homme-là que le délégué disait tout à l'heure, l'homme dans 30 ans, qu'est-ce qu'il sera? C'est le manuel scolaire qui va faire tout ce travail. Mais le constat qu'on fait tout le temps, nous, les parents, moi particulièrement, réellement, ce n'est plus comme à l'époque, il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans aujourd'hui. Alors voilà pourquoi moi j'interpelle ceux qui sont chargés de cette commission réellement de devenir plus matures et de ne pas se laisser emporter par les autres. Parce qu'on peut proposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais quitte à toi de bien faire ou de mal faire. Alors donc, cette ambiguïté qui est réellement aujourd'hui, on voit des enfants qui sont formés à l'école de cet ouvrage qui regroupe réellement la connaissance ou beaucoup de connaissances, mais on constate qu'ils sont vraiment légers. Pourquoi? Parce qu'il paraît que la morale est en train de disparaître. Très bien. Alors, Monsieur Diom, au-delà, on va dire, si nous partons du fait que l'analyse pédagogique et technique des manuels scolaires, en fait, c'est-à-dire, si vous voulez bien, au-delà d'une approche impressionniste, parce qu'il y a des manuels scolaires qui impressionnent juste, mais dans leur fond, on ne voit rien du tout. Donc, au-delà d'une approche impressionniste, quels dégâts pouvez-vous apporter sur la qualité du manuel scolaire proposé à nos enfants aujourd'hui dans nos établissements? Pour parler là comme un syndicaliste maintenant. Parler? Comme un syndicaliste, bien sûr. Oui, je dirais une chose fondamentale au niveau du manuel scolaire. C'est qu'il y a un échec quelque part qu'il faudrait relever. Ça me pousse à entrer dans la critique une fois. Pour dire que le programme scolaire, c'est quoi? C'est une réponse, mais l'école, c'est quoi? C'est une réponse qu'un peuple ou un pays se donne pour résoudre ses problèmes à moyen, à court, à moyen, à long terme. Il faut qu'on se comprenne avant que vous ne poursuivez. Vous parlez du programme scolaire ou bien du manuel scolaire? Parce que je m'intéresse au manuel scolaire. Le programme scolaire, vraiment pas... Il n'y a pas de manuel lecteur. Non, s'il vous plaît, je sais pourquoi je m'intéresse au manuel. Oui. Je suppose que les programmes sont des programmes. On ne peut pas... Si, je vous en prie. Oh là là. Nous sommes dans un échange. Laissez-moi vous dire là où je vous amène. Ne m'amenez pas là où vous voulez m'amener. Un programme, il peut être mauvais, il peut être bon. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est le manuel qui soutient ce programme. Donc, si vous voulez m'amener dans les programmes, ça sera une autre émission, on va voir la qualité des programmes, c'est bon, c'est pas mauvais. Là, vous allez maintenant parler de vos programmes. Maintenant, ce qui m'intéresse là, le manuel dans un mauvais programme, si vous voulez, ou bien le manuel dans un bon programme, si vous voulez, choisissez. Mais ce qui m'intéresse, c'est le manuel scolaire. Oui. Est-ce que je demande donc, au regard de tout cela, avec aucune impression que le manuel scolaire qui est proposé à nos enfants, avec ce que vous appelez comme mauvais programme, c'est-à-dire le manuel scolaire, mauvais manuel scolaire, mauvais programme, est-ce que tout au moins c'est conforme à ce programme mauvais, si vous voulez, hein, comme pour vous le prendre, puisque pour vous le programme pose un problème. Donc si ce programme pose un problème, le manuel lui-même posant ce problème, est-ce qu'il correspond à ce programme qui pose un problème? Justement, je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, je voudrais vous dire ceci. Ouais. On ne peut pas séparer un prisme de son rayon. Non, si vous dites, moi je peux séparer un programme d'un manuel scolaire quand je fais une émission. Non, je dis mais maintenant, le programme lui suscite le manuel scolaire, tout le monde le sait. Oui. C'est le programme qui suscite, ce n'est pas le manuel scolaire qui suscite le programme. Oui. C'est le programme qui suscite le manuel scolaire. Oui. Donc, laissez donc le programme tel qu'il est. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Voilà, je prends le laissez manuel. le programme tel qu'il est. Oui. Si vous le jugez bon ou vous le jugez mauvais, gardez-le pour vous, pour ce jour. Oui. Prochainement, vous allez le soulever. Oui. Laissez le programme tel qu'il est. Maintenant, le programme tel qu'il est qu'il est en conformité avec le manuel? Est-ce que le manuel scolaire est en conformité avec le programme tel qu'il est? Non, le manuel scolaire est conforme d'après le programme. Le manuel scolaire qui est ce support est conforme par rapport au programme. Mais si le regard critique qu'on peut poser sur le manuel scolaire, c'est que le manuel scolaire doit attirer un manuel ou un livre, quel qu'il soit didactique, pédagogique, peu importe. Quand l'enfant regarde le livre, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche dans son cerveau, qu'il attire d'abord. Parfois, vous prenez un livre, surtout à l'école primaire, quelquefois, vous voyez que le façonnage n'a pas été bien fait. Parfois, les images sont un peu comme si c'était une mauvaise copie. Alors, l'enfant n'est pas aussi attiré à regarder ce qui est là. L'apprentissage commence par là. Il faut un déclic psychologique. Quand le manuel est mal fait, c'est un problème. Et pourquoi le manuel peut être mal fait? Parfois, l'édition peut se dire, si j'investis 10 francs, je ne pourrais pas avoir les 10 francs. Je préfère donc investir 2 francs. Ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, c'est que, bon, le manuel maintenant,
Oui, on a dit c'est pour 6 ans. Dès que mon livre est choisi, ce que j'envoie à la commission est bien fait. Tout à fait. Maintenant, ce qui va sortir sur le marché après, ce sera la même chose que ce qu'on a envoyé à la commission comme spécimen. Du coup, le manuel peut écorcher l'enfant parce qu'il n'est pas bien façonné, il n'est pas fait avec du papier qualité. Et c'est pour ça que le parent, comme je plaignais tout à l'heure, va donc se trouver chaque année d'acheter un livre à un enfant. Parce qu'il y a des livres, il y a des manuels qui sont pour 2 ans. Donc, 6e, 5e, par exemple. Et si le manuel n'est pas bien conçu, l'enfant l'utilise en 4 mois ou 6 mois, c'est effrité, c'est rien de plus valable. Il faut encore racheter avant la fin de l'année ou l'année prochaine le même manuel. Donc, s'il reste dans la caricature manuelle, donc il y a ce Alors, problème. ouvrons donc la parenthèse que vous avez souhaité ouvrir tout à l'heure, pour ne pas vous étouffer tellement dans ce que vous avez souhaité dire. Parlant des programmes maintenant, assemblés avec le manuel, vous avez voulu soulever j'ai voulu soulever une parenthèse tout à l'heure en disant qu'un programme est une réponse qu'un peuple se donne, comme l'a dit, à court terme, à moyen terme, à long terme, en disant dans 30 ans ou dans 20 ans, voilà ce que les adultes seront. Maintenant, il se pose un problème. Est-ce que ces programmes-là, il a dit un mot important tout à l'heure, est-ce que ces programmes-là respectent l'environnement? C'est un problème. Et quand on dit l'environnement, on voit nature, on voit la culture et tout le reste. Parfois, ces programmes nous sont dictés et du coup, ça peut écorcher. Tout à fait. Ça veut dire que les programmes nécessitent des réformes. Des réformes. Tout le temps. C'est pour ça qu'on met 10 ans sur le programme. Parce qu'après 10 ans, on trouve que le programme, s'il faut soit l'amender, soit l'annuler complètement et orienter autrement. Mais quand le programme n'apporte pas une valeur ajoutée à un enfant, il y a des enfants aujourd'hui qui, à un certain âge, n'arrivent pas, dans une classe, n'arrivent même pas à lire aujourd'hui. Tout à fait. On va où? C'est un problème. Donc, il y a encore cet élément. Il y a encore cette chose qu'il faut voir. Valentin Diop, vous souhaiterez rebondir sur la question aussi? Bon, peut-être mettre en relief une difficulté. Pas sur la parenthèse, hein. C'était juste une parenthèse qui devait être. À moins que vous voulez le poursuivre dans la parenthèse. Peut-être, je voudrais tout simplement ressortir une difficulté de la problématique du manuel scolaire dans l'établissement. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs itinéraires. Bien que la liste officielle des manuels soit rendue publique, vous avez d'autres établissements qui en ajoutent. Vous allez donc vous rendre compte que soit l'établissement a ses livres qu'il va imposer. Imposant ça aux élèves. Aux parents. En plus des livres sortis officiellement. En plus des livres, quelquefois même, le livre sorti officiellement, on ne l'utilise plus. On ne l'utilise pas. Les enseignants sont sur le plateau et on a vécu tout cela au point où le parent est obligé d'aller chercher un livre qui n'est pas au programme. Très souvent chiffonné avec qui n'est pas sur la liste des manuels officiels, parce que le programme c'est autre chose, qui n'est pas sur la liste des manuels. Et c'est là où se pose un problème, au-delà de la question pécuniaire que vous avez soulevée. Que M. Ignom a soulevé tout à l'heure. Oui, parce que les manuels, la liste officielle qui est connue va être homologuée par le ministère du Commerce avec toutes les administrations partenaires sur la question, va homologuer les prix. Et ceux des livres qui seront vendus, ou du moins demandés par les établissements ou les enseignants pour les établissements publics, qui vont imposer à leurs élèves les livres, là où il va naître un autre problème du contenu de ce manuel qui n'est pas passé par la censure, qui n'est passé par aucune expertise. Quelquefois même, c'est le prof ou l'établissement qui a édité son livre. Et il va se poser le problème que le pasteur, le révérend annonçait sur la qualité du contenu. Parce que, on va le redire, l'État pense, à travers ses experts, bien sûr. Nous sommes à la redondance là, l'État pense la personnalité de base qu'il faut en fonction de l'ordre d'enseignement ou des niveaux qu'on voudrait transmettre. Maintenant, si le prof a dit ce livre de français ne sied pas, plutôt celui-ci. Je prends celui-là que je vais adosser au programme de français
parce qu'il me semble plus approprié, il peut se poser un problème. Et ce problème, il se pose aujourd'hui dans les établissements scolaires. N'oublions pas que l'école, c'est la simulation de la société. L'école, c'est la simulation de la société. Donc, ce qui se fait à l'école, c'est ce qu'on devra vivre, l'enfant devra vivre plus tard dans la société. Amen. Très bien, très bien. Alors, oui, monsieur Tolo, vous êtes enseignant. Est-ce que vous êtes parfois embarrassé par le manuel scolaire, par le manuel que vous êtes appelé à travailler pour mettre les élèves à part? Vous êtes parfois embarrassé. Qu'est-ce qui vous embarrasse dans ce manuel? Bon, ce qui m'embarrasse, premièrement déjà, c'est la disponibilité. Du manuel. Du moins, bon, je vais globaliser l'accessibilité. Ça veut dire que le livre homologué, on ne le trouve pas sur le marché. Quand bien même il est peut-être sur le marché, il a un taux élevé que les parents ne peuvent pas facilement en avoir. C'est ça que vous voulez dire? Effectivement. Oui. Et le secrétaire permanent du Conseil national d'agrément a évoqué le problème de la fiscalité des intrants, que c'est ce problème qu'ont les producteurs locaux. Donc c'est peut-être pour cela que les manuels ne sont pas livrés à temps, parce qu'il faut le rappeler, la majorité des éditeurs sont des étrangers. Et apparemment, on n'imprime même pas... Il faut même dire que la majorité des livres sont imprimés à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, vous voyez que je ne comprends pas comment est-ce que la Chine, l'Inde, parce qu'apparemment c'est là-bas qu'on pas imprimé, comment est-ce qu'ils connaissent nos programmes avant nous? Moi, je suis encore en août, je ne parviens pas encore à préparer mon cours parce que je n'ai pas le livre. La Chine est au courant de nos programmes avant nous. Puisque c'est là-bas qu'ils partent imprimer. Là-bas qu'on imprime tout ça. La Chine, l'Inde, la Turquie. Allez vous renseigner. Non, il faut... Alors, je vais poser une série de questions. Peut-être pour que vous puissiez comprendre là où je vais vous amener. Le manuel répond-il aux attentes? Le manuel disait-il à aider l'enseignant dans la gestion quotidienne des apprentissages? Développe-t-il la capacité d'apprendre à apprendre? Le manuel met-il l'élève dans une situation explorative, c'est-à-dire à interroger les personnes de son entourage? Les innovations sont-elles à la portée des utilisateurs? Voilà. Là, ça interroge plus le contenu, l'aspect du contenu. Donc, vous demandez c'est que les élèves sont déjà premièrement acclimatés au discours qu'on leur propose en classe. Je vais vous dire que c'est un peu compliqué. Moi, qui suis par exemple à Guidé, à un certain moment, je suis appelé à redescendre au niveau du Foufoulde, par exemple, pour essayer de faire comprendre certaines réalités aux enfants. Donc, je ne sais donc pas si c'est que... Il n'y a pas un manuel avec lequel ces enfants peuvent s'adapter, qui soit au programme? Bon, pas vraiment. Parce que j'ai cru entendre que le manuel, lui aussi, c'est un outil d'apprentissage qui peut permettre à l'enfant. Voilà pourquoi on a les autodidactes. Les gens qui se forment à partir d'un livre, qui n'ont peut-être pas besoin d'un enseignant à côté, mais qui se forment à partir d'un manuel et qui ont une expérience. On a vu ça avec Tchèque Kamidou Khan. Ils sont nombreux, on peut citer plusieurs noms. Bon, ça dépend. Il faut voir la question du manuel scolaire. En amont, il y a les didacticiens qui pensent le contenu d'un manuel scolaire. Et en aval, il y a les pédagogues qui mettent en œuvre... Qui doivent mettre en œuvre la pensée. La pensée. Le contenu sur la base d'une méthode, une méthodologie d'enseignement. Aujourd'hui, c'est l'APC, l'approche par les compétences. Ce qui voudrait dire que le manuel scolaire qui est élaboré devra tenir compte, l'approche par compétences, d'une manière ou d'une autre, de cette façon d'enseigner dans son élaboration. Qui est devenue une approche par compétences et qui demande également un manuel scolaire bien adapté à cette approche par compétences. C'est une technique d'enseignement. Oui. Le manuel doit tenir compte, c'est-à-dire le postulat ou les différentes... Vous dites? La caricature. Non, pas la caricature. C'est-à-dire, je voudrais dire le corpus. Le corpus du manuel scolaire, de façon générale, devra tenir compte de cette technique aujourd'hui d'enseignement. Alors, on nous laisse aller jusqu'au bout de votre pensée. Voilà.
Donc, j'étais en train de venir déjà sur le premier fait au niveau des langues. Donc, je ne sais pas s'il y a nécessité de pouvoir vulgariser les langues, que ce soit communautaire. Il y a même un enseignant en 2017, Jacques Bessala, qui a essayé une sorte de camp franglais. Le camp franglais. Le camp franglais. Et donc, vous êtes en train de rire, mais rassurez-vous, il y a beaucoup qui ont laissé l'école, mais à qui, quand on parle du camp franglais, comprennent très bien le contenu de ce qu'on veut expliquer, tout en respectant l'approche par compétence qu'il était en train de dire tout à l'heure. Donc, sur le problème déjà de la langue, je ne sais pas si on peut faire des révisions. Et maintenant, sur le contexte, vous avez parlé d'une histoire tout à l'heure, on devrait enseigner ça aux enfants. Comment faire pour éviter ça demain? Est-ce que les Camerounais savent, par exemple, que le Cameroun a eu une monnaie, le CRO? Moi, je suis dans les enseignements de gestion et autres. Un enseignant d'économie ne sait pas que le Cameroun a eu sa monnaie, par exemple, qui est le CRO. Vous enseignez d'ailleurs la comptabilité finance. La comptabilité finance. Oui. Donc, on devrait contextualiser les enseignements. On a besoin, voilà les ordures, les urines, bref, tout ce qui est déchets. Là, maintenant, vous faites allusion au programme. Je fais déjà allusion au programme. Au programme, effectivement. Vous faites allusion au programme. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. C'est que là, nous sommes parce que vous faites allusion. Oui, là, je vais. Pour revenir à la question, je trouve les manuels, ce sont des guides. Oui. Et quand on est dans le contenu de manuel, on est conduit, que ce soit l'enseignant, que ce soit l'apprenant. Il n'y a pas de polémique ou de débat autour du manuel. Parce que le manuel est conçu tel que même le parent à la maison peut, avec le manuel, encadrer son enfant. Tout est clair. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Le manuel est vraiment bien fait, bien conçu. Il oriente même comment on doit faire. Là, pour répondre à la question de le protocole que vous avez dressé, le manuel est digeste. Très bien. Alors, mon Blanc, oui. On sait que cette année, on a changé. Apparemment, on a changé des livres. C'est un problème pour les parents d'élèves qui commençaient déjà à rêver que le petit frère qui vient derrière va utiliser les livres de l'aîné. Et puis, on lui dit subitement que bon, voilà. Comme vous voyez, même là, ce n'est plus ça. On a tout changé. Alors, nos parents, quelle est la conception que nos parents ont du manuel scolaire? Quelle est la difficulté que nos parents ont pour le manuel scolaire, notamment au-delà de son contenu, peut-être son accès? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que parent? Bon, aujourd'hui, en tant que parent, d'abord, le parent que nous sommes ou que je suis, mon souci premier, c'est d'abord que tant que l'enfant a tout son nécessaire scolaire, il faudrait qu'il soit bien enseigné. Alors si déjà, moi, je joue mon rôle de base à la maison avec madame, alors il faudrait que l'enseignant aussi. Mais maintenant, avec le contenu qui est dans le manuel, alors étant bien assidu, étant bien dosé, l'enfant, nous avons espoir que demain, il va devenir ci, il va devenir ça. Bon, maintenant, il y a d'autres enseignants aussi qui ne parviennent pas à bien tenir les enfants. Même si il y a le manuel scolaire, tout ce qu'il faut, c'est là, mais on voit que... Parce que les enfants sont des esprits. Alors, il y a certains enseignants qui ne sont pas à la hauteur. C'est pas les esprits des enfants. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a des enfants qui sont élevés plus que les enseignants. Alors, pour d'abord transmettre... Mais là, vous êtes déjà dans la métaphysique. Je ne comprends pas comment un enfant peut être élevé plus qu'un enseignant qui... Oui, bien sûr. Si ce n'est un sorcier. Mais là, nous sommes dans la culture. Vous voyez donc, il faudra peut-être qu'on évite ça. Oui. Parce que là, nous sommes dans le cadre normal. D'accord, oui, je suis en train de dire ceci. D'accord, ok. Je voudrais qu'on reste dans le cadre normal, où on a un enseignant, on a un élève. Maintenant, s'il faut regarder la métaphysique, allez regarder comment les enfants sorciers peuvent venir dominer un enseignant qui est en train de donner un cours, finalement on ne va pas s'en sortir. Donc je souhaite que nous restions dans le milieu qui est, voici un élève et voilà un enseignant, sans regarder que tel est sorcier ou tel ne l'est pas. Ok, alors donc je suis en train de dire, moi le parent, j'attends que l'enfant soit bien enseigné, quelle que soit la façon que les manuels sont changés année par année ou année après année. Vous voyez un peu. Mais maintenant, je voudrais que l'enseignant soit à la hauteur de pouvoir transmettre l'élément à l'enfant. Parce que demain, l'enfant va faire la relève de cet enseignant. Peut-être il pourra être enseignant comme lui, ou bien sera chef de l'État, ou bien sera Premier ministre, ou bien ainsi de suite. Alors, s'il est bien enseigné, si la chose est bien transmise en lui... Le manuel ne sera que un outil d'accompagnement. Oui, bien sûr, ça va entrer dans sa bibliothèque. Ça veut dire que l'enseignant lui-même doit mieux s'approprier du manuel. Évidemment. Pour mieux l'expliquer à l'enfant. Il doit bien d'abord se cultiver personnellement.
Mais sauf qu'aujourd'hui, on demande à l'enfant lui-même de faire l'effort, de pouvoir dessiner ce qui est autour de lui. Je crois que c'est ça la PC. Les deux doivent faire l'effort, l'enseignant et l'enfant. L'enfant, maintenant, à la maison, moi, je le tiens. Parce que la base, là, me concerne, madame et moi. Ça nous concerne. Vous êtes supposé ne pas être un enseignant. Vous êtes juste un parent. Et bien sûr. Très bien. Vous avez besoin d'un manuel maintenant qui vous permet de mieux tenir cet enfant. Oui. Qui permet l'enseignant, nous, on donne à l'enseignant le manuel de bien tenir l'enfant que nous avons préparé. Tout à fait. On transmet beaucoup de choses à l'enfant, on ne fait pas ci, on ne dit pas ça, on ne va pas ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il faudrait que l'enseignant aussi, à son niveau, vous voyez, c'est un travail à la chaîne, à son niveau, il récupère et il transmet bien, ainsi de suite, base, secondaire, universitaire, supérieure, voilà, et c'est parti. Là, voilà déjà l'enfant qui est un homme, c'est qu'il a appris à l'école et chez les parents. Il est déjà élevé et il se lance dans la société. Vous avez ouvert une parenthèse, vous parliez maintenant des élèves et des plus que des enseignants. Qu'est-ce que vous avez voulu nous enseigner là? Peut-être que nos téléspectateurs pourront être intéressés par cet enseignement. 2 minutes, même si ça n'entre pas dans le cadre. Merci déjà pour votre éveil, vous êtes trop éveillé. Voilà, donc déjà, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent, ou bien qui sont passées les années passées. Par exemple, on dit tel enfant a poignardé, tel enfant a fait ceci, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc ça revient où beaucoup d'enseignants ne sont pas charismatiques. Ils sont des personnes sans personnalité. Parce que déjà, quand un enseignant fixe, vous voyez, je ne fais pas la publicité, vous voyez le délégué, rien que de son regard, vous constatez un monsieur. Alors, le philosophe, rien que de ses yeux qui brillent là comme le tigre, vous voyez déjà quelqu'un, voilà, qu'on ne renverse pas n'importe comment. Vous voyez un peu, ce que j'ai dit là, ça paraît banal, mais dans le rien, il n'y a rien, et dans ce rien, il y a quelque chose. Vous voyez un peu. Alors, donc, aujourd'hui, quand l'enfant, il est enfant, il faudrait que nous soyons supérieurs adultes. Alors, parce que enfant reste enfant, c'est nous qui l'apprenons à s'exprimer, à faire ci, à faire ça, ainsi de suite. Maintenant, s'il arrive à ce point-là, opérer de tels, vous voyez, mais attention, ça veut dire que il n'est plus enfant. Il n'est plus enfant, il y a autre chose. Donc, il faudrait que l'enseignant se prépare à comprendre que les élèves, les enfants que nous envoyons à l'école ne sont pas parfois des enfants. Ce sont les esprits. Merci. Très bien. Alors, avant de poursuivre notre petite balade sur ce plateau, je vais vous suggérer de suivre ce reportage que nous avons pris en Côte d'Ivoire. Et là-bas, le chemin qui nous mène à la conception d'un livre a été clairement défini par ces gens-là. C'était un petit documentaire d'environ 9 minutes. Je vous suggère de suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'il est assez enrichissant. Et nous allons revenir juste derrière. Tête du département de l'éducation, l'une des priorités de Kandia Camara est de hisser l'école ivoirienne au nord des standards internationaux. Au nombre de ces réformes entreprises, avec cet objectif, figure le changement de contenu des manuels pédagogiques. Depuis 2012 et bien avant, des évaluations externes et internes des acquis scolaires, c'est-à-dire ce que les enfants ont appris, tout cela a montré qu'en Côte d'Ivoire, sur 10 enfants, il y a seulement 2 qui savent lire, écrire et compter. Devant une chose aussi importante, le ministère a pris les devants. On a donc retouché le contenu. On a fait ensuite des formations pédagogiques sur le terrain. Et puis on a abouti au manuel. Et donc le manuel a été revu. Nous avons donc demandé à un centre, que chez nous qu'on appelle le Centre national de formation et de production de matériel didactique, de travailler là-dessus. Et ça s'est fait donc avec les experts qui sont dans le centre et surtout avec l'inspection générale et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la production. Cette tâche, dans sa phase pratique, est confiée au Centre national de formation et de production de matériel didactique. C'est ici que sont les livres scolaires. Selon Mme Siloué Fatoumata, chef de service du Centre national de formation et de production de matériel didactique, tout commence d'abord par la recherche de la documentation. Ok, il y en a beaucoup. Il faut dire que je suis venue à la librairie par terre parce que nous sommes dans le processus d'écriture des manuels de CE1, CE2 et de la classe de 4e. Donc, lorsque nous lançons le processus, nous devons faire de la documentation, c'est-à-dire avoir des documents qui vont nous permettre d'enrichir tout ce que nous écrivons.
Donc j'ai le choix entre deux types de librairies. Au niveau de la librairie par terre, je viens aussi là parce que j'ai un éventail de manuels et puis quelquefois j'ai des manuels même qui ne sont plus visibles dans les librairies officielles que je trouve ici à la librairie par terre. Ok, donc voilà, je vais prendre 4. Quand vous allez chercher les autres là, je vais venir chercher. Mais surtout, il faut me trouver la physique-chimie, bon, et puis les maths. Je viens de finir à la première librairie, la librairie par terre. Maintenant, je vais dans une autre librairie, une librairie officielle, pour encore chercher d'autres documents. Je vois deux dictionnaires d'anglais. Quelle est la différence entre ces deux dictionnaires-là? Parce que j'ai besoin d'un dictionnaire anglais-français. Ici, je vois anglais. Anglais bilingue. Anglais, français, français, bon. Là aussi, c'est, je crois, la même chose, non? Anglais, français, ça fait anglais, français. Mais sauf que dans ça, il y a plus de mots. Ah, d'accord. Je cherchais un livre particulier, mais bon, je n'ai pas vu le livre. Par contre, j'ai pu prendre un dictionnaire parce que nous avons les manuels d'anglais en 4e et j'ai commencé déjà à recevoir quelques unités. Donc dans la lecture, lorsque j'ai des petites difficultés pour comprendre un mot, il me faut le dictionnaire d'anglais. C'est le dictionnaire d'anglais français. Ça me permet vraiment de pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc je vais continuer mes recherches parce que ce que je cherchais, je ne l'ai pas vu. C'est après ce travail de fouille que des propositions sont faites lors des séances appelées ateliers dans les différentes matières par les spécialistes en charge de ces matières. Nous avons pu suivre 2 séances d'ateliers dans 2 matières, le français pour le cours élémentaire et les mathématiques pour le cours élémentaire. Notre rival l'avait aussi remporté au bout du suspense après une séance de tir au but interminable. 11 tirs réussis contre 10 pour les gagner. Ok. Oui, la phrase elle est longue, elle fait 28 mots. Ce qui est excessif pour le niveau des enfants. Ce matin, nous procédons à la validation, disons à la prévalidation d'un texte de lecture qui doit figurer dans le manuel de lecture, le manuel de français de CE1. Il s'agissait pour l'atelier de le valider. Valider suppose vérifier si le texte respecte d'abord le canevas d'exploitation d'un texte de lecture, s'il respecte le niveau donc, des élèves, s'il respecte tous les paramètres qui ont été établis depuis le début de la chaîne. Là, nous sommes en train de faire une validation d'un manuel de mathématiques produit ou qui est en train d'être produit au sein même de notre structure par l'atelier de mathématiques. Et après que ceux-ci aient fini leur validation interne, ils sollicitent un regard, le regard de leurs collègues qui sont dans les autres disciplines et qui vont maintenant à leur tour lire le document et puis voir dans quelle mesure ils pourraient leur faire des propositions pour améliorer le contenu. Ces ateliers de prévalidation sont suivis d'autres ateliers de validation au niveau du responsable du centre puis celui de l'inspection générale. Après ces validations-là, nous faisons une expérimentation. Parce que lorsqu'on est dans le laboratoire, nous disons que ici c'est le laboratoire. Lorsque nous avons fini le laboratoire, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vers les enfants parce que c'est eux la première cible. Il faut aller voir la réaction des enfants. Il faut aussi voir la réaction des enseignants parce que les enseignants utilisent les manuels pour dispenser les cours. L'expérimentation devant se faire pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, au moment où l'expérimentation est en train de se faire, nous faisons faire la lecture en même temps. Nous avons des questionnaires, des grilles d'évaluation auxquelles les enseignants répondent, les enfants répondent, les inspecteurs répondent. Après l'intégration de ces corrections-là, nous allons maintenant vers l'inspection générale. Et nous faisons une validation générale au cours de laquelle
tout le monde est invité. Et puis, nous finalisons maintenant le document. À la fin de toutes ces étapes, un canevas est adopté contenant toutes les illustrations et les dactylographies retenues. Canevas remis à la direction des affaires financières qui, à la suite d'un appel d'offres, choisit une maison d'édition pour l'édition et l'impression des manuels. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces maisons d'édition, spécialisées notamment dans la confection des manuels scolaires. Monsieur Kwame, chef de la production, nous explique comment le canevas réceptionne le travail d'édition puis l'impression s'effectue. Donc pour la confection des manuels, nous recevons ce qu'on appelle un canevas du centre de production. Et ce canevas, c'est ce canevas qui va nous servir à la confection éditoriale au niveau de notre service. Le centre nous produit ce qu'on appelle un fichier qu'on appelle le tapuscrit. Et c'est avec ce tapuscrit-là que nous allons, au niveau du service éditorial, faire ce qu'on appelle une mise en page. C'est la disposition des textes, des images et tout ce qui est illustration. Et c'est à la suite de cela que nous allons faire une sortie pour le centre qui, dans un premier temps, va valider ce qu'on appelle une prémaquette. Et c'est avec cette prémaquette validée que nous allons faire ce qu'on appelle le suivi maintenant éditorial. Donc, c'est-à-dire la mise en page. Donc, une fois que nous avons finalisé la mise en page, nous allons faire ce qu'on appelle une sortie papier, sur lequel sera mentionné le BAT du centre. Et c'est avec ce BAT que nous allons aller à l'imprimerie pour vous sortir le produit fini que vous voyez dans ma main. Donc, c'est à la suite de cela que ce livre sera ventilé sur le marché ivoirien. Les livres scolaires, support de la transmission des savoirs, sont en perpétuelle évolution avec les améliorations des connaissances en pédagogie. Un livre scolaire a une durée de vie moyenne de 8 ans avant son renouvellement. Alors, vous avez suivi dans ce reportage, on venait là d'évaluer comment élabore ton manuel scolaire et comment procède-t-on à son évaluation. Je crois qu'on a vu ces étapes qui ont permis à arriver à un manuel scolaire tout en respectant toutes les chaînes, en demandant les avis également des principales cibles, notamment des enseignants et des élèves qui sont d'ailleurs des cibles de ce manuel scolaire. Monsieur Nyon, un premier commentaire par rapport à ce que vous avez suivi là tout à l'heure. Par rapport à ce que j'ai suivi, ce n'est pas le même schéma au Cameroun. C'est pas le même schéma au Cameroun. Pas le même schéma parce qu'ils ont d'abord un centre qui fait presque toute la maquette, puis va sur le terrain, ça revient vers le centre. Et puis, c'est quand c'est validé au niveau du centre qu'on cherche une maison d'édition pour éditer et imprimer. Or, au Cameroun, c'est l'inverse. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On sort les programmes, les curricula, les contenus, tout est donné. Et c'est à partir de ces données qu'on fait dans l'appel d'offres. L'appel d'offres permet à chaque édition de compétir. Elle compétit comment? C'est l'édition qui va sur le terrain rencontrer les inspecteurs et les enseignants et faire les ateliers pour concevoir le manuel scolaire à partir des orientations. Dès que le manuel scolaire est donc sorti, on soumet cela encore on fait la prémaquette comme ils ont fait là. On soumet cela à une équipe d'enseignants. Après cette équipe d'enseignants, ça va vers les inspecteurs, puis ça revient à l'édition maintenant pour, avec la maquette, le BAT qu'il a dit tout à l'heure, le bon à tirer, qu'on va donc à l'imprimerie le faire. Seulement, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Au Cameroun, aucune maison d'édition ne fait la maquette ou le bon à tirer ou imprimer. Dès qu'on a fait ça, c'est virtuel. Et c'est en ligne avec des maisons d'édition, comme je disais tout à l'heure, là qu'on va en Chine et en Inde. Il n'y a pas une maison d'édition qui ait du papier qualité. Il n'y a que Sopecam qui, depuis 5 ans, a commencé à éditer et imprimer les manuels scolaires sur place. Il n'y a que la Sopecam. Avant la Sopecam, CPR a essayé. C'est le CPR. Oui, CPR a essayé. Et puis, avec la... On n'en parle même plus aujourd'hui. Avec la mafia et toutes les autres choses, CPR est mort. Depuis que Charles Etourdi a lâché le CPR, on n'a pas... Voilà au moins la démarche. C'est pour ça que les livres sont soumis au Conseil, comme je disais tout à l'heure. Parce que la chaîne n'est pas comme en Côte d'Ivoire, qui a d'abord une cellule qui fait tout le travail. Et on va sur le terrain expérimenter, puis revenir maintenant vers la maison d'édition par rapport à la vie d'offre de travail. Or, chez nous, c'est l'inverse. Alors,
où on a plus d'assurance d'avoir un manuel consistant par rapport à ce qu'on a suivi? Je dirais, comme en politique, Deng Xiaoping disait, peu importe la couleur du chat pourvu que la table souris. La démarche ivoirienne ou la démarche camerounaise, l'essentiel c'est d'avoir un bon manuel scolaire. L'essentiel c'est d'avoir quelles que soient les procédures. Quels que soient les procédés. Sauf qu'il y a des procédures et je me dis que qui, la démarche ivoirienne est onéreuse. La démarche ivoirienne est onéreuse. Parce qu'avec les nouvelles politiques, depuis que la Banque mondiale est entrée dans le système scolaire, par des subventions et consorts, ils ont réduit beaucoup de choses. Et en réduisant cela, ils ne peuvent pas s'en sortir beaucoup avec ce système. Parce qu'on ne veut pas des travailleurs permanents. Parce qu'ils sont là pour évaluer. Parce que le manuel scolaire, quand ils sortent, il faut être expérimenté en 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans. Quand on donne son plan de faire le manuel scolaire, que font-ils donc maintenant? Ça devient une charge. Ou alors ça devient des fonctionnaires qu'on a détachés pour une tâche et ça devient un peu supplémentaire. La démarche camerounaise est économique. Maintenant, il faut un suivi par rapport à cela pour arriver à de bons résultats, comme les parents le souhaiteraient et les enseignants. Donc, pour vous répondre, les deux méthodes sont bonnes et celle camerounaise est moins onéreuse. Il permet à un travail aussi efficace. Donc, et ceux qui ont vu les manuels, parce que moi j'ai travaillé aux classes africains, ils ont fait beaucoup de choses gras dans l'éducation. Surtout à l'école primaire, au secondaire, c'était physique, chimie, mathématiques. Tout le monde était content. Ça veut dire que cette démarche a seulement changé aujourd'hui, mais elle est bonne. Très bien. Monsieur Dior, une réaction par rapport à ce qu'on a suivi tout à l'heure. Une réaction par rapport à ce qu'on a suivi. Je pense que ce qui a été dit là-bas, nous l'avons dit avant de suivre le documentaire, avec une approche différente. Parce que là-bas, l'approche semble beaucoup plus souveraine dans la production du manuel scolaire. Et l'éditeur, qui est spécialiste, a relevé le côté onéreux de cette approche. Parce que si sans risque de me tromper, je pense qu'il peut arriver qu'on ait des livres au niveau du conseil qui ne soient pas produits par les enseignants de façon générale. Vous pouvez avoir écrit un livre qui tient compte d'un certain nombre de paramètres et que vous soumettiez votre livre au conseil lors de l'appel d'offres. Et ce livre peut passer en fonction des critères qui sont définis. Moi, ici, je vais plutôt interpeller les enseignants. Parce qu'on se plaint, les enseignants, nous plaignons qu'on n'a pas, dans la plupart des cas, des livres qui reflètent notre environnement. Mais si nous n'écrivons pas, c'est pas l'autre qui n'est peut-être pas de notre milieu ou de notre pays qui va écrire, qui va donner le contenu de nos us et coutumes, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, le contenu doit porter sur notre environnement. Est-ce que ça ne devrait pas rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure? Avoir d'abord des programmes qui correspondent à notre environnement avant de sortir ces livres également. Oui, c'est pour ça, les programmes comme le livre, on va des curricula qui sont travaillés à la base. Et c'est sur cette base-là qu'on définit le contenu des curricula qui par la suite vont faire un projet pédagogique dans les établissements. Ma préoccupation, c'est beaucoup plus au niveau des auteurs. Des auteurs, oui. Parce que on est rentré dans une approche... des auteurs ou bien le choix des auteurs. Ou le choix des auteurs. On est rentré beaucoup plus aujourd'hui dans le changement des paradigmes sur le plan didactique et pédagogique. Et le développement, on voudra tenir compte du développement endogène par les acteurs endogènes. Ça veut dire quoi? Qui écrivent ça veut donc dire que on devra se prendre nous-mêmes en charge sur tous les plans et fonder la réflexion de nos documents didactiques sur le milieu. Et un étranger ne viendra pas. Et nous savons tous, il y a l'UNESCO qui intervient aussi dans le choix des manuels. Et
quand l'UNESCO va intervenir, quand les bailleurs de fonds vont intervenir, ils vont nous imposer un certain nombre de choses qui sont pas très décentes par rapport à nos us et coutumes. Donc, si on se prenait nous-mêmes en charge sur ce plan, et je pense que les politiques publiques vont dans ce sens-là, avec le changement des programmes aujourd'hui, je pense que d'ici très peu, on pourra s'améliorer. On va s'améliorer sur la question. Rappeler que la coopération avec cette Banque mondiale, c'est pour rendre le livre de plus en plus accessible. Accessible. C'est dans l'accessibilité de ce livre. On parle d'ailleurs d'environ 4 millions d'enfants au Cameroun qui ont pu obtenir davantage de livres. Avec cette coopération avec la Banque mondiale, on parle de la disponibilité et l'accessibilité du manuel scolaire. Ça, il faudra qu'on comprenne que c'est dans ce sens-là. Effectivement, une réaction aussi peut-être par rapport à ce reportage qui nous montre quand même le chemin d'élaboration, d'évaluation et l'acceptation jusqu'à la validation d'un document, d'un manuel scolaire jusqu'à l'édition. Donc, ici au Cameroun, comme le grand frère l'a relevé tout à l'heure, l'approche est plus... on se focalise plus à... Plus politique? Oui, politique, si on peut le dire ainsi. Bon, mais... C'est-à-dire on ne consulte pas peut-être les enseignants. Valentin Diop, ce n'est pas vous qui parlez. Et puis n'empêchez pas quelqu'un de penser ce qu'il dit. Il est un enseignant, tout comme vous. Mais il dit cette approche, et d'ailleurs nous voyons bien que l'approche est politique. En tout cas, vous savez que nous ne marche pas les mots sur ce plateau. Lorsque nous regardons ce qu'on venait de voir, ce qu'on vient de vivre là tout à l'heure, on a vu comment toute la classe est impliquée. Dites-moi comment les élèves ont déjà été impliqués au Cameroun dans le choix des manuels. Ou bien est-ce qu'on a déjà évalué? On a déjà fait une évaluation auprès des enseignants en leur disant que voici ce que nous voulons mettre sur pied. Est-ce que vous trouvez que c'est comment? On a fait ça ici au Cameroun. Donc quand il dit que le choix est politique, acceptez cela et ça ne tue personne, monsieur Valentin Diop. Je vous en prie. En réalité, d'une part, je comprends d'où est-ce qu'ils vont en venir parce que de la façon que les choses sont structurées, il y a des enseignants. Je vous ai dit ce conseil comme la présidence. Il y a un président, il y a un vice-président, secrétaire, il y a des ministères chargés de l'agriculture, tout ce qui va avec. Même les représentants des parents, élèves, ils sont là. Tout le monde est là, sauf qu'on ne sait pas si réellement le travail qui est fait à l'intérieur, c'est ça qui est validé. C'est ça qui cause problème. Mais comment vous dites que vous ne savez pas? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous amènent à douter que le travail n'est pas un travail de fond, c'est-à-dire un travail consultatif, en quelque sorte? Bon. Parce que ça ne sert à rien d'imaginer. Hein. Nous sommes dans le concret. Est-ce que vous avez des éléments qui nous démontrent la suffisance que le manuel scolaire tel qu'il sort, moi j'ai une des cousines qui avait écrit sous la cendre le feu et qui a été directement mis au programme du classe de terminale. Il faut avouer qu'il y a une volonté. Puisque moi je connais des collègues qui ont des livres au programme. En comptabilité, nous n'avons pas de livres. Il y a un collègue actuellement, Richard Edimo, qui a jusqu'à 4 livres au programme. Donc, alors, vous pouvez donc imaginer les gymnastiques qui ont été faites pour que ces livres soient au programme. Bon, ça y va. Non, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau pour des vérités. Si vous ne voulez pas nous dire la vérité, alors n'évoquez pas un sujet que vous n'avez pas évoqué sur ce plateau. Vous avez pris un exemple qui nous intéresse. Vous avez dit que vous avez des collègues qui ont 4 livres au programme. Oui, effectivement. Alors, je me demande, est-ce que les livres qui ont été choisis, ça ne veut pas dire que vos collègues ne sont pas assez... c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que ces livres ont suivi la procédure normale? Effectivement, c'est pour ça que d'une part, il y a une volonté. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites et qui font reconnaître vraiment le talent des gens. Et ce grand frère, si vous allez à l'INSET, vous vous renseignez. C'est en réponse donc à M. Diop qui disait tout à l'heure que les autres, on doit écrire. Effectivement. Et vous êtes en train de lui dire que vous avez des collègues qui ont déjà les livres. Effectivement. Comme pour dire, les Camerounais écrivent. Les Camerounais écrivent, mais il faut financer davantage la recherche pour les encourager à rechercher localement. Il faut encourager. C'est justement là le problème. Encourager la recherche. Effectivement, local surtout. Bon, Manuel. Oui, mon revenant, peut-être souhaitez rebondir sur la question aussi. Tout à fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, quand la recherche est bien encouragée, la relève sera bien faite demain, 30 ans après ou 50 ans après. Il faudrait que ceux qui travaillent doivent se soucier du Cameroun de demain. D'abord, j'ai reçu beaucoup d'informations sur la façon que les enseignants sont traités. Et je vois dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Sénégal et partout. Alors, c'est l'enseignant, si les ministres d'État sont aujourd'hui X, Y, Z, ils sont passés en des mains des enseignants. Alors, donc, il faudrait que réellement on se soucie, que le gouvernement se soucie du Cameroun de demain réellement.
et toutes ces équipes qui sont sur pied. Parce que si tout est bien chargé dans les recherches, parce que vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui fait des recherches, pour qu'il soit réellement dans les recherches, il faut qu'il soit à l'aise. Quand son esprit est en paix, son cœur est dans la joie, son corps connaît bien le repos, il va très bien travailler. Et il faudrait que tout cela soit bien pris en charge. Parce que vous êtes avec moi, vous me suivez? Alors, donc, je ne me suis pas, effectivement. Voilà, donc c'est cela. Ce qu'il dit est tellement pertinent. Quand on est maltraité, quand on n'est pas bien suivi, on ne peut pas bien travailler. Alors, donc, moi, je reviens sur le contenu. Pour que le contenu soit riche, il faudrait que les chercheurs soient bien encadrés. Tout à fait. Alors, il faut remarquer quand même qu'il y a évolution au niveau de ces réformes du manuel scolaire. On dit d'ailleurs que le Cameroun vise à rendre le manuel scolaire accessible à tous d'ici 2026. La réforme, d'ailleurs, l'une des réformes qui a permis de réduire le coût des manuels à plus de 50% entre 2013 et 2020, passant d'ailleurs d'une moyenne de 6,25$ à 2,90$. Et vous avez évoqué tout à l'heure la Banque mondiale qui a été dans un appui très consistant pour que le manuel pourrait plus davantage être accessible et disponible sur le terrain. La politique nationale sur le manuel scolaire de 2021 a d'ailleurs amélioré l'efficacité et la transparence du secteur. Et ça, pour le plaisir de M. John, je voudrais relever également que le nombre de manuels par élève a progressé, passant de 12 élèves pour chaque ouvrage en 2016 à un ensemble de 3 manuels essentiels pour 2 élèves en 2023. Il y a donc évolution. On va le constater. Je vous suggère de suivre cet autre reportage et nous reviendrons certainement pour essayer d'évaluer les difficultés qu'on a à obtenir un manuel scolaire au Cameroun. On suit ce reportage et on y vient derrière. Nombreux sont ces élèves qui entament les classes sans manuel. Pourtant, l'administration scolaire a officialisé pour chaque classe une liste de manuels à mettre à la disposition de chaque apprenant. Une situation qui s'explique par la rareté ou l'insuffisance des ressources chez les parents, obligeant alors ceux-ci à faire des réajustements. C'est qu'il fait de telle en sorte par moment que les parents trient les livres. C'est à cause des moyens financiers. Les parents achètent d'abord le peu des livres essentiels aux enfants. Ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent à acheter des livres et des cahiers qu'on n'utilise pas. En tant que je me bats pour payer les livres, les cahiers qu'on ne doit pas utiliser, la pension en même temps me dépasse. Tout ça là, ça fait mal. Donc, c'est mieux de se rapprocher des enseignants de l'enfant. En dépit de la volonté des écoliers d'apprendre, le manuel scolaire est un élément incontournable, d'où son importance dans le processus d'apprentissage. Moi, je trouve que c'est normal que le parent achète les livres tels que prévus, tels que programmés par le gouvernement du Cameroun. Bel et bien, quand l'État programme ce bagage de livres, c'est parce qu'on sait que toutes les connaissances dont auront besoin les enfants s'y retrouvent à l'intérieur. Par conséquent, le parent n'a pas le choix. On retient donc que les manuels scolaires sont une nécessité pour le bon suivi des apprenants. Pour cela, dans chaque école doit exister une bibliothèque. Merci beaucoup. On peut ouvrir maintenant le standard pour nos téléspectateurs qui veulent nous rejoindre sur ce plateau, essayer de donner leur avis sur la problématique du manuel scolaire. Ça sera au 6 94 45 60 38. Merci à l'ingénieur du son qui vous attend probablement pour nous relayer ces appels sur ce plateau. Le numéro est déjà sur le petit écran. Nous avons 20 minutes. Nous partirons d'ici très peu. Alors, la parole à qui veut la prendre, d'ailleurs aux parents, la difficulté que nous avons maintenant. Vous avez suivi tout à l'heure la difficulté, l'importance du manuel scolaire d'abord. Mais la difficulté que nous avons à obtenir le manuel scolaire, il est dû à quoi? Peut-être qu'il faudra d'ailleurs interroger les experts avant d'arriver vers vous. Monsieur Nyom, la difficulté du manuel scolaire, il est dû à quoi? La mafia. Comment ça? La mafia, parce que... Il a répondu. La mafia? Oui. Et si je vous dis comment on a fait pour fermer les classiques africains, vous serez scandalisé. Et si je vous dis pourquoi est-ce que ça passe du ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui, qui n'est plus président du conseil, pour passer à la primature, vous serez scandalisé. C'est des faits parlants. J'ai les documents avec moi. Donc je ne dis pas ce que j'imagine. Comment ça se passe? Vous pouvez produire un livre
Les experts doivent travailler, le conseil, comme ils ont dit. Mais l'enveloppe parle plus que tout. Hier, quand il y avait une maison d'édition, il y avait un manuel qu'on devait prendre parmi 4 ou 5 maisons d'édition. C'est le plus offrant ou celui qui a le plus de relations. Le livre était choisi. Le livre était choisi sur cette base-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose encore peut être que c'est un fonctionnaire confisque. C'est-à-dire, il est fonctionnaire, mais il est propriétaire ou actionnaire dans la maison d'édition à col blanc. Parmi lesquels même les ministres. Et du coup, vous voyez une maison d'édition qui a le vent en poupe, qui a le plus grand nombre de manuels dans le programme scolaire. En tout cas, dans les librairies. Vous posez des questions, comment cela peut être possible? Ça, c'est des choses. Il y a eu encore, il a évoqué, non, c'est vous qui avez évoqué cela, un manuel qui est sorti, on est scandalisé par rapport à cela, on doit le retirer, et puis, vous ne savez pas savoir les pots de vin qui sont passés pour que ce manuel, que l'édition soit encore sur en course. Il y a même un, je ne sais pas citer qui, vous-même vous avez lu, qui a osé confondre le drapeau, je préfère utiliser le concept, confondre le drapeau du Cameroun vert ou jaune à un drapeau quelconque. Vous avez vu, l'actualité en a parlé. Pour tout ça, pourquoi? C'est parce que dans ce monde du livre, si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous n'êtes pas un joujou comme la tout à l'heure là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que presque tout est pipé. Alors, M. Diop, il évoque une question des mafias dans le choix du manuel scolaire et surtout l'accessibilité. Pourquoi le manuel scolaire est assez compliqué pour l'avoir? Pourtant, nous avons une industrie des livres. Vous allez dans les librairies, on vous dit que le livre n'existe pas. Il faut aller chercher ça dans les bas-fonds des mafias. Parfois, on vous dit que c'est à l'établissement même que vous l'achetez. Mais c'est pour ça, qu'est-ce qui se passe? Avant de lui poser la question, imaginez, quand la commission doit siéger en janvier, on doit déposer le manuel en janvier. La commission est supposée siéger en février. Parfois, c'est en avril ou en mai où elle siège. Et on sort la liste de manuel en juin. L'école doit commencer en septembre. Et si vous voyez la démarche entre le livre qu'on doit faire, les maquettes, le BAT, et comme on dit, on n'imprime presque pas rien ici, il faut imprimer en Chine ou en Inde pour que les bateaux arrivent ici. Il a fallu un temps que le ministre de l'économie puisse demander au port de commencer d'abord à faire entrer d'abord les livres parce que les parents sont dans le besoin. Ces pénuries sont dues à ça. Parce que rien n'est fait dans le deadline. Il n'y a pas un deadline. Tout va dans tous les sens. Donc, si on laisse le contenu, si on laisse le manuel scolaire dans ce qu'il est, on voit comment est-ce qu'il est choisi, qu'est-ce qu'on nous propose, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dessous dessus. Trop de mafias. Alors, c'est le 694 45 60 38 pour ceux qui veulent intervenir. Nous avons une quinzaine de minutes, nous partirons d'ici. Monsieur Diop, vous voulez peut-être réagir sur la question de l'accessibilité, la question de l'accessibilité, la disponibilité du livre, du manuel scolaire. Moi, je ne dirais pas je ne vois pas la chose dans les concepts durs du syndicaliste que j'ai en face. Quand vous intervenez, oui, c'est-à-dire dans cette façon de parler. Pour désigner les autres, comment ils ont des tons durs ou des tons faciles. Utilisez votre ton. De toute façon, je dis un élément ou des éléments ou des paramètres qui peuvent comme ça ne pas faciliter l'acquisition du livre par les parents. L'impression du livre, parce que si le livre est imprimé... Laissez-moi prendre cet appel, je vous reviens. Allez-y. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, merci de nous rejoindre. Allez-y. Vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle depuis Madame Nono. Allez-y. Depuis la boîte. Oui, je m'appelle comme depuis le 1er mars là. Je voudrais juste un peu c'est-à-dire un peu d'air pour que je puisse un peu de vue. Elle est partie? Ok, merci beaucoup. Je ne suis pas parti. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur.
Je disais donc que la disponibilité du livre peut venir de plusieurs facteurs. Un des éléments, c'est la question de l'imprimerie ou de l'impression des livres qui peut se faire qui se font à l'extérieur. Je pense que on a souvent, lors des rentrées, connu des tensions au niveau des libraires, les tensions au niveau de l'acquisition ou de la disponibilité des livres qui ont été imprimés ou à l'extérieur. Moi, je ne veux pas beaucoup parce que l'État, au niveau, les ministères en charge de la disponibilité dans le territoire du manuel scolaire font beaucoup. Mais moi, je vais plutôt faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics, oui. Parce que c'est aussi ça. Nous vivons quand même dans un environnement où, de plus en plus, même la production du livre a un coût. Et pour cela, il faille que le ministère du Commerce, lors de l'homologation des prix, tienne compte vraiment de cette vie chère-là pour que le livre soit un élément, parce que c'est un élément, c'est un document de travail, c'est un outil de travail qui est indispensable. Est-ce que le problème, ce n'est pas au niveau même de la cherté, le problème, c'est que le livre même, il n'est pas suffisamment imprimé pour que moi, je prends mon cas. Ma fille, lorsqu'elle était encore la terminale anglophone, je ne sais pas comment on appelle ça, j'oublie souvent, l'OASIS ou bien au PASSIS, un truc comme ça, hein, au PASSIS. J'ai cherché son livre de chimie, partout ici, à Douala, Yaoundé, pour finalement aller le trouver à Buea, pas dans un état normal. Vous pouvez comprendre donc que le manuel, il est difficile, non seulement très cher, mais je suis allé le trouver pas dans un état normal, par le canal d'un ami qui, lui, est à Buea, commençait à fouiller tout Buea pour me retrouver ce livre. Oui. Donc vous voyez, donc, on a un problème non seulement de l'accessibilité, mais de la disponibilité du livre. Oui, c'est pour ça que je dis mon plaidoyer envers le pouvoir public, pour que la question du livre soit totalement résolue, que le livre soit disponible. Parce que c'est un outil essentiel de l'enseignant et de l'élève. Tout à fait, et de l'élève. Si le livre n'est pas disponible, personne ne travaille. Et l'enseignant et l'élève, personne ne pourra travailler. Ne pourra travailler parce qu'on ne travaille pas sans livre. Maintenant, j'invite les collectivités territoriales décentralisées. Impliquées, véritablement. Beaucoup plus des régions. Les régions, qui ont d'ailleurs reçu mandat. Toutes les collectivités territoriales décentralisées, régions, communes et tout ça, qui doivent désormais s'impliquer. Parce qu'on le dit souvent, mais pas assez. Sur la question des bibliothèques. Il faut des bibliothèques et ça va répondre à cette préoccupation selon laquelle la vie chère peut amener certains parents à ne pas avoir de livres disponibles. Alors, M. Tolo, l'accessibilité et la disponibilité du livre, le problème, il est situé où? Ils ont déjà dit, monsieur. La mafia. La mafia. C'est la mafia. Il y a un problème qui peut se poser aussi au niveau de l'édition. Une entreprise, une industrie ne produit pas pour perdre. Ça veut dire quoi? Il y a des séries ou des filières qui ont moins d'apprenants. Quand vous voyez le territoire camerounais, on peut trouver peut-être 5 000 dans tout le Cameroun. On ne peut pas s'investir à produire pour 5 000 apprenants, ça devient un problème. Tout à fait. Monsieur Tolo, vous évoquez également la mafia. C'est la mafia. Votre mafia est située à quel niveau? Mais que ce soit le ministre des enseignements secondaires, que ce soit le ministre des enseignements de base. J'ai dit que ce soit le ministre, je suis en train de faire une analyse. Non, laissez M. Dion Laoulé. Que ce soit le ministre des enseignements secondaires, que ce soit le ministre des enseignements de base. Ils disent bien ceci lorsqu'ils sortent la liste officielle des manuels scolaires. Vous allez voir ça partout, c'est en rouge. On dit seuls les manuels scolaires inscrits sur les listes officielles du moment revêtus du sceau de l'État et signés du ministre des enseignements secondaires ou de l'éducation de base sont exigibles aux élèves dans tous les établissements scolaires publics, privés sur l'ensemble du territoire national. D'où vient-il donc que
certains établissements choisissent un autre livre, hormis du livre qui est au programme. On en a parlé ici. Ça complique les choses, ça complique tellement. Vous voyez, il était en train de dire, il a marché où c'est d'où jusqu'où, c'est parce qu'eux-mêmes ils savent où ils ont fabriqué le livre et où le livre se trouve. Et ça ils sont des connivences avec la mafia. Bon, disons, là, c'est où je suis en train d'interpeller donc certains éditeurs avec la complicité des chefs d'établissement que vraiment, il faut nous arrêter ça. Et comme proposition que je peux donner ou donner à l'État, c'est vraiment pour stopper cela. Ils vont savoir comment s'arranger là-bas toute la chaîne du livre, mais comme mettre une bibliothèque en ligne pour permettre aux enfants de fréquenter les enseignants. On dit qu'on veut imiter les Blancs, c'est ça? Tout à fait. On a parlé d'APC, on a parlé du e-learning et autres. N'oublions pas, quand le corona ou bien d'autres pandémies peuvent ressurgir, comment est-ce qu'on va penser l'école? Pensons à la bibliothèque en ligne. Même s'il faut mettre une cagnotte, on dit par exemple que bon, les élèves du primaire payent par exemple 5 000 pour avoir tous les livres de la bibliothèque en ligne. Ceux du secondaire, par exemple, 7 000. Bref, ils vont voir comment arranger ce problème. Mais vraiment, pour ce ne serait-ce que des causes de maladies et de toutes les calamités qu'on peut connaître naturelles, qu'on essaye de mettre une bibliothèque en ligne, de telle en sorte que même l'élève qui est à Dzeng dans le village là-bas, qu'il puisse avoir mais là, il faudrait avoir du courant pour lui permettre d'avoir Internet. Mais comment parler e-learning si c'est qu'on ne veut pas parler de tout cela? On doit avoir le courage de le dire. On veut imiter les Blancs, alors commençons par ça. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs, monsieur. Là encore, ça sera pour ceux qui sont dans les villes, parce que dans les villages, il n'y a pas de lumière. Oui, bon, on y verra. Oui, moi, une seule chose, je voudrais dire à l'État. Pensons au Cameroun de demain. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Tout à fait. Quand il y a tout ce manque-là, manuel, ceci ou cela, réellement, on ne se soucie pas de la jeunesse. Une jeunesse qui manque la bonne formation ne sera pas solide. Alors, ce qui se passe, moi, j'interpelle l'État. Tout ça, mafia ou quoi que ce soit, c'est parce que chacun voudrait tirer le pain de son côté. Chacun veut se servir, on dirait, de la vie des autres pour pouvoir vivre. Arrêtons de tirer le pain à gauche ou à droite. Vous partez chercher le livre de physique, vous trouvez ça à Béa, et pourtant que ça peut être quelque part. Et qui, madame la disait tout à l'heure, librairie par terre, librairie officielle. On ne trouve pas la librairie officielle, on va à la librairie par terre. Vous voyez, il y a aussi librairie en forêt ou librairie à Béa, ainsi de suite. Tout ça, l'État doit aider la jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas enseignée, qui n'est pas cultivée réellement. Le Blanc se soucie plus de la vie des enfants que nous. Le Blanc est plus humain que nous. Réellement, vous savez, plusieurs fois, vous m'appelez, vous me dites, bon voilà, il y a l'émission, voilà comme ça. Même si je suis surchargé, comment? Occupé comment? Je reste affamé parce que peut-être je peux dire quelque chose qui peut aider la nation. Tout à fait. Je joue ma partition. Monsieur Ndiaye joue pour lui le délégué, le philosophe, l'enseignant, ainsi de suite. Nous sommes tous les Camerounais. Mettons la main dans la pâte. Je sais que l'État nous écoute. Le premier Camerounais, le premier pasteur, le premier prêtre, le pape du Cameroun qui est le chef de l'État, qui est notre père, il écoute. Vraiment, la jeunesse, ça ne va pas. Ça ne va pas. La jeunesse a besoin du manuel scolaire. La jeunesse a besoin du manuel scolaire. Il faut rendre ça accessible. Ah oui, il faut que la matière s'arrête. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Même s'ils vont manger, les ventres vont grossir, ils ne vont pas se rassasier. Parce que la nourriture ne dort pas dans la langue. Tu manges, maintenant tu avales, demain tu vas aux toilettes. Et tu as encore à nouveau faim. Et l'héritage du ventre, personne n'aura ça. C'est très bien. Personne ne restera avec. Parfois, quand mange trop la famille, mais tu peux mais vraiment, c'est paradoxal. Alors, on va peut-être aller vers les conclusions, on va faire des grands signes d'avant que nous sommes déjà en train d'arriver au terme de cette émission. On a encore choisi 5 minutes pour sortir de ce programme. En 1 minute, peut-être chacun pourra faire une conclusion. Monsieur Tolo, en 1 minute, on va supplier les autorités de mettre un terme à la mafia. C'est un rapport avec la corruption. Y a-t-il un rapport avec la corruption? La corruption a intégré le milieu du business dans le manuel scolaire. J'ai dit comment est-ce qu'il faut tuer ça. Donc, ils doivent se battre à mettre ça en ligne. Et vous allez voir, les gars vont pleurer. Ils vont vraiment. Mais avant d'y arriver, il faut mettre la lumière partout.
Il faudra qu'à Manon Goubaï y ait de la lumière, qu'à Modoka y ait de la lumière. Il faudra qu'il y ait de la lumière en bas, en Boma. Les points que je cite, il faudrait qu'il y ait suffisamment de lumière à Yokadouma, où on utilise un groupe depuis 1972 qui alimente d'ailleurs toute la commune de Yokadouma. C'est vraiment ce qu'on souhaite au Cameroun. Et on ne doit pas s'amuser avec, parce que Nelson Mandela le disait, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on travaille le monde. Très bien. Merci beaucoup. Alors, mon révérend, en guise de conclusion, la corruption a intégré malheureusement le milieu. Le manque d'amour. Si déjà nous aimons les enfants que nous accouchons, parce que étant chef du gouvernement, étant ministre, étant dirigeant, étant si, nous sommes d'abord parents. Avant qu'il ne soit philosophe, il est parent. Et si là, c'est parce qu'il est parent. Nous tous, nous sommes des parents. Tout à fait. Alors, cultivons l'amour à l'intérieur de chacun de nous. Aimons Dieu qui est la source de la création. Chacun a ses croyances. Dieu est unique. C'est lui qui a donné forme à toutes ses croyances. Alors vraiment, par amour, l'apôtre Paul dit, s'il y a l'amour dans ce qu'on fait, cela va produire de beaucoup de bonnes choses. Alors soyons amour et arrêtons tout ce que nous tirons tout le temps le pain de notre côté. Merci beaucoup, mon ça n'avance pas le Cameroun et ça n'avantage personne. Très bien. Monsieur le délégué, on va dire, vous réitérez votre plaidoirie vis-à-vis des pouvoirs publics. Tout à fait. Bon, je vais pas, l'émission est en train de tirer vers la fin et je vais tout simplement souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et beaucoup plus particulièrement à ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les enseignants, le corps administratif et au premier chef, Madame la déléguée régionale des enseignements secondaires, ainsi que mon homologue, Madame Mouen, nouvellement nommée déléguée départementale des enseignements secondaires. Et tout à côté, il y a les délégations départementales de l'éducation de base et qui ont eu lieu il y a 2 jours. Le délégué régional de l'éducation de base, c'est-à-dire toute la communauté éducative, vu que les parents même en font partie. Bonne rentrée à tout le monde. Très bien, nous allons lui dire nos encouragements et félicitations. Ah, monsieur Nyon, une seule chose que je voudrais dire... Il me manque dire, la mafia cesse. Non, pas que la mafia cesse. Je voudrais dire que... nous avons juste évoqué cela pour dire que les politiques au Cameroun quand même font des efforts. C'est à louer. Mais à côté de ces efforts, il peut y avoir des manquements. J'ai évoqué la mafia, ce n'est pas ça qui est plus en vue. Heureusement. C'est un élément. Il faut le dire. C'est un élément qui vient juste perturber la marche normale. Cependant, ce que je voudrais dire, nous devons, à un moment donné, parce que là où la Banque mondiale nous conduit, c'est que l'État commence à laisser un peu son rôle régalien. Et quand il laisse son rôle régalien, c'est les businessmen qui vont prendre le relais. Je donne comme avis, ou comme conseil, ou comme demande, je ne sais pas comment dire cela, on peut imposer aussi l'école. C'est même 1% du salaire. À la fin, qu'est-ce que va se passer? On peut dire l'école gratuite, livre gratuit pour les enfants. Si on le fait, je crois que c'est là où on pourrait sortir et qui pourrait nous sauver. Je ne suis pas là comme le syndicaliste qui voudrait apporter sa contribution pour que les choses marchent. Merci beaucoup. Quand on sait que l'éducation scolaire est un facteur important dans l'essor économique d'une nation, toutefois, plus important encore est l'apport du matériel didactique dans le processus enseignement-apprentissage. En plus d'être d'ailleurs un élément facilitateur du système éducatif, le manuel scolaire est un outil de transmission de la vision économique d'une nation, la nôtre, le Cameroun bien sûr. Merci de nous avoir suivis ce soir avec beaucoup d'attention. Ont d'ailleurs participé à cette émission Grégoire Issa Matolo, enseignant, professeur de l'enseignement technique, Nyom Ernest Linda, enseignant, président national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun, ancien administrateur de la maison d'édition des classes africaines, des classiques africain, il est d'ailleurs enseignant de philosophie, il faut le dire. Révérend pasteur Béaya Patrice Amos, personne morale, parent d'élèves. Valentin Ndior, il faut le dire, enseignant il est enseignant, professeur des classes exceptionnelles d'éducation physique et sportive. Il faut dire d'ailleurs qu'il est passé aussi par l'inspection
pédagogie régionale, où il a d'ailleurs été inspecteur pédagogie régionale. Et puis, aujourd'hui, délégué départemental des sports pour l'éducation physique, nous a également rendu visite. J'espère, monsieur Dior, que je n'ai pas écorché. Cette fois-ci, j'ai été à la hauteur. Merci à toutes les quatre. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à la réalisation ce soir, assurée de main de maître par Pauline Na, assistée d'une brave équipe. Pour nous mettre en musique ce soir. Merci madame, monsieur. Retrouvez ce programme en rediffusion, ça sera mardi à 16h. Et forcément, je serai là la semaine prochaine. On parlera maintenant des programmes scolaires. La thématique est connue. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.